à condition que je puisse y répondre, sans aucune garantie que je puisse y répondre. Mais on peut poser toutes les questions. Questions sur le sujet scientifique, surtout, ça c'est... Non? Oui. Quoi? Vas-y. C'est la question qu'on vous a posée la semaine dernière, de Bereshit, les cieux d'en haut et les cieux d'en bas. Les cieux d'en haut, les cieux d'en bas que vous m'avez passé, ça c'est une fois, j'ai pas encore... Comme ils se sont retrouvés au Arsinaï, comme ils se sont retrouvés déjà à Bereshit. Non, comme je vous avais dit, par contre, une chose, c'est que j'avais écouté dans un cours de Rav Mansour, Rav Eli Mansour de New York, c'est un géant, et lui, il avait raconté une fois que dans une zone de l'Union de la Russie, la forêt de la Russe, comme ça, à un moment, il y a eu une espèce de destruction. La forêt, elle était détruite et tout. Et c'était comme un bloc de glace énorme qui était tombé sur la forêt. Et en fait, c'est ce que j'ai regardé à l'époque sur Internet, et il avait raison, c'est vrai. Il y a eu une espèce de forêt qui a été complètement décimée, comme s'il y avait un bloc de glace énorme qui était tombé du ciel, paf, il s'est fracassé dessus. Et en fait, les scientifiques ils vont vous dire qu'il y a de la glace. Beaucoup de météorites sont faits de glace. Et quand ils rentrent dans la Terre, à cause des frottements, ils se chauffent et ils se désintègrent pendant le frottement à la rentrée dans l'atmosphère. Et donc, il y a de la glace. Il y a des eaux en haut et des eaux en bas. Donc, au minimum, on a les nuages. Mais bon, il y a plus que ça. Mais je ne sais pas au niveau scientifique exactement. Bon, maintenant, l'orange là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? L'orange, merci pour la question. Quand je ne vais pas en parler, je vais en parler d'orange. Ah oui. Ça, c'est là avec Dormil. Il regarde l'orange et il voit Kadosh Baruch Hu dans l'orange. Dans l'orange, quand vous réfléchissez, il y a plein de choses incroyables. Premièrement, vous avez combien de niveaux de packaging il y a dans l'orange? Il y en a 3 au moins. Il y a l'écorce, l'épluchure, et puis vous avez les quartiers. C'est un packaging individuel, n'est-ce pas? Il y en a un 8, je crois, dedans. Et puis, à l'intérieur, vous avez des petites capsules de dimension millimétrique qui chacune contient le jus. Et en fait, rien ne sort, mais il y a un liquide dedans. Et le liquide, il y a ces 3 niveaux de packaging, le plus petit au niveau du millimètre, le quartier, et puis après, la grosse épluchure. Et puis, Rav Domé lui disait, comment ça se fait que l'orange, elle est orange, couleur orange dehors? Eh bien, parce que quand elle est sur l'arbre, elle n'est pas mûre, elle est verte, elle se confond avec les feuilles, elle vous dit, je ne suis pas prête, ne me prends pas. Quand elle est prête, elle vous fait une belle couleur orange, elle vous dit, je suis prête, allez, prends-moi, prends-moi. Et l'épluchure, elle protège aussi des insectes, des bactéries, elle protège de la pluie, elle est imperméable, et en plus, elle a une bonne odeur. Donc c'est quelque chose que Hachem, il fait chesed ibaneh. Hachem, il a créé le monde avec du chesed. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Il pouvait nous donner comme manger une capsule. Alors voilà, une capsule par jour, voilà, tu as l'énergie, le carburant, ou bien tu vas à la pompe d'essence, tu mets un peu d'essence, et puis tu continues la journée. Non, il nous a fait de bons fruits, des légumes, des trucs comme ça, et tout ça. Et on continue. Elle est jolie, elle est imperméable, elle tue les bactéries, elle a une bonne odeur, elle est orange. Mais elle n'est pas orange dedans. Quand vous l'ouvrez, c'est blanc. Pourquoi c'est blanc? Parce qu'il n'y a plus besoin de l'orange. L'orange, c'était pour vous attirer, pour la manger. En plus de ça, une autre chose qui est super intéressante, c'est qu'elle est attachée à l'arbre par la petite tige, et la tige, elle est super solide. Sauf quand le fruit il est mûr, la tige elle commence à s'affaiblir, pour que le fruit, soit vous pouvez le détacher facilement, soit il tombe par terre, vous pouvez le ramasser. Exactement synchronisé. Et en plus, il y a un joli problème mathématique, évidemment, c'est pour ma femme, où quand vous avez une orange, vous avez une épluchure, disons que l'orange c'est une sphère. Une sphère, pour ceux qui ont fait un peu de maths, vous savez que le volume de la sphère, c'est 4 tiers pi r au cube, ça va avec le cube du rayon, mais par contre la surface avec le carré du rayon, c'est 4 pi r carré. Et réfléchissez à ça, tous les atomes qui vont constituer l'orange, ils arrivent par la tige. Donc la tige, elle doit envoyer certains types d'atomes à l'intérieur pour le fruit, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui vont sur l'écorce, parce que l'écorce, ça ne goûte pas comme l'intérieur, n'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Et en plus de ça, un c'est un volume qui va avec le cube, l'autre c'est une surface qui va avec le carré. Et il faut synchroniser les deux. Donc le débit qu'il faut d'atomes qui va pour former un cube doit être synchronisé avec la surface d'atomes qui va sur le carré de l'épluchure, parce que si ce n'était pas synchronisé,
vous auriez l'orange à l'intérieur et l'épluchure énorme dehors, ça n'est jamais le cas. Ou bien l'épluchure qui se casse, c'est comme mettre un pantalon qui est trop étroit et vous bougez un petit peu et il casse. Alors c'est juste synchroniser le volume avec la surface. Et ça se fait automatiquement parfaitement avec ça. Et là on a juste, en plus l'épluchure elle a une bonne odeur quand vous la touchez. Et on peut continuer comme ci, comme ça. Rav Victor Miller, il disait, je vais vous l'introduire dans une seconde, c'est lui le Rav Victor Miller. C'est lui. Et il disait que c'est un Rav que, à son espèce, quand il était très kharif, il avait des opinions très pointues. Et il y a un Rav qui a dit, moi j'étais pas toujours d'accord avec ce que le Rav Miller disait, mais comment est-ce que je peux argumenter avec quelqu'un qui a fini chasse, le Talmud, il a fini tout le Talmud plus que 100 fois dans sa vie. Il a fini chasse plus que 100 fois. Et ce Rav Victor Miller, une fois dans une cassette, j'avais entendu qu'il avait regardé une fleur pendant une durée que je ne me rappelle plus, c'était 20 minutes ou 2 heures. C'était quand même beaucoup pour quelqu'un qui étudie chasse qui étudie la Gemara toute la journée. Et il dit, j'ai atteint le niveau de spirituel le plus proche de Ruach HaKodesh, l'inspiration divine que j'ai eue dans ma vie, en regardant une fleur. Parce qu'il a regardé la fleur, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à dire, waouh, comment ça se fait les couleurs des pétales, la photosynthèse, la tige. Par exemple, vous n'avez jamais posé la question, une rose. La rose, elle a les épines qui pointent vers le bas. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un prend une rose, il la lève comme ça. Alors si elle pointe vers le bas, elle fait comme ça, ça rentre dans la peau, ça fait un mal de chien. Alors elle fait en sorte qu'on ne puisse pas l'arracher. Et donc les pointes, elles pointent vers le bas et pas vers le haut, parce que ça ne servirait à rien sinon. D'accord? Voilà, ça c'est... Vous voulez qu'on commence? Oui. Ok, on va commencer. Je vous dis tout de suite le but de ça. Il y a 2 parties dans cette présentation et il y a 2 buts. But numéro 1, d'augmenter notre émouna. En regardant les grandes œuvres d'Akadosh Baruch Hu, ça donne de l'émouna, ça augmente l'émouna. Ça c'est but numéro 1. But numéro 2, c'est qu'il y a quelque chose de très pernicieux que les scientifiques y font, c'est de passer une agenda d'évolution qui n'est pas correcte. Et ce que je veux faire, c'est mettre un peu les pendules à l'heure au niveau scientifique. Moi, je ne suis pas un rabbin, je suis juste un scientifique. Okay? Et je vais essayer de mettre les pendules à l'heure, expliquer qu'est-ce que c'est l'évolution, qu'est-ce qui est vrai dans l'évolution, et qu'est-ce qui n'est pas vrai, et qu'est-ce qui est totalement bidon dans ce que la presse ou la science divulgative veut nous faire croire. Et c'est très pernicieux parce que l'évolution, c'est quelque chose qui est très réclamisé dans le sens où si quelqu'un accepte ça, il a juste accepté qu'il n'y a pas besoin d'un créateur parce que tout est automatique et on n'a plus besoin d'un Kadosh Baruch Hu. Donc c'est très très dangereux et j'ai même travaillé avec des jeunes qui sont sortis du direct de la Torah à cause de ça, ou du moins ça s'ajoutait peut-être à des problèmes émotionnels, mais c'est quelque chose qui, quand ils lisaient ce qui avait marqué, ils disaient bah, pourquoi on a pas, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus Dieu. Alors on commence. Bon, ça peut-être c'est mieux peut-être d'éteindre la lumière, on va voir beaucoup mieux le projecteur. C'est ici non. C'est bon ou vous allez vous endormir avec ça? Non, très bien. Ok, c'est bien parce que comme ça je ne vous vois pas. Si vous dormez, je ne sais même pas. Ok, donc ici vous avez mon chef-d'œuvre artistique. Je ne sais pas faire mieux que ça. Là vous voyez un œil qui regarde la science, et quand l'œil regarde la science, ça implique un créateur. Les scientifiques veulent nous faire croire exactement le contraire, que la science et la Torah sont deux dichotomies, sont 2 choses complètement différentes. Moi, je veux avancer la thèse, qui d'ailleurs a été avancée par plusieurs d'autres avant moi, notamment le Rav 2000, qu'en fait, quand on regarde dans la nature, c'est absolument, ça confirme, ça supporte, ça amplifie ce qu'on connaît dans la Torah. Alors, on va commencer. Et en fait, on est à la bonne période là, parce qu'on est dans le mois de Elul. Elul, c'est le 6e mois à partir de Nissan et le dernier à partir de Tishrei. Et c'est un mois de contemplation et de recherche. Et en fait, le nom des mois juifs, ils viennent de l'araméen. Et dans la paracha des Meraglim, des espions, il y avait Vayaturu et Haaretz. Les espions, Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est une terre magnifique. Ils n'ont pas cru, ils ont voulu investiguer. C'était une grosse tragédie, une des plus grosses tragédies qu'on a dans notre histoire. Et Vayaturu et Haaretz, quand vous regardez le Targum Onkelos, il dit
Va Yalelun Yat Ara. Yalelun, Elul, c'est Yaturuf, c'est investiguer. Et en fait, donc, le mois de Elul, c'est le bon mois. C'est vraiment quand on veut investiguer et analyser quelque chose, c'est là où les pouvoirs d'investigation sont les plus forts. Et donc, on est exactement la bonne période pour faire cette présentation. Je vais vous passer aussi une phrase magnifique du Rav Sitruk, Zatzal, qui disait « La nature, c'est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. » Ok, c'est super poétique et tout ça, et on comprend ce qu'on comprend. Je vais repasser cette phrase à la fin, et vous allez voir qu'elle va vous parler beaucoup plus qu'elle vous parle maintenant. Mais ce qu'il veut dire pratiquement, c'est Hachem, il a fait des choses comme ça, on peut les prendre comme des acquis. Mouvan me'elav, on dit en hébreu. Du style, c'est un acquis, il n'y a rien de spécial. Et tu sais, on se lève le matin, c'est normal, on marche, c'est normal, on va à la toilette, c'est normal, on respire, c'est normal. Ben, pourtant, au niveau personnel, on sait très bien, on va à la toilette, c'est normal. Et puis quand quelqu'un a des problèmes de constipation ou le contraire, eh ben, il se rend compte que c'était bien quand c'était normal. Mais il n'avait pas remercié le bon Dieu pour dire que c'était normal. Donc la nature c'est justement, Hachem il fait ça, comme ça on peut avoir la Bechira. On a le libre arbitre et on peut décider soit de voir Akadosh Baruch Hu dans la nature ou soit de ne pas le voir. Ça nous donne le choix. Et j'ai parlé avant du Rav Avigdor Miller, c'était un Gaon, et ce qu'il avait de spécial, parmi beaucoup d'autres qualités, maintenant il est très très en vogue en Israël et aux États-Unis. Il était niftar en 2001 et maintenant il a été redécouvert et il y a beaucoup de fans de sa chita. Et lui, ce qu'il faisait, une chose spéciale, c'était que lui, il parlait beaucoup de science. En regardant la science et en voyant dans la science Akadosh Baruch Hu. Et par exemple, une anecdote sympa que j'avais entendue, c'était quelqu'un est allé chez Rav Avigdor Miller et il lui avait dit, il avait commencé à poser des questions. Et puis, il lui pose une question scientifique. Et le Rav, il dit, je dois aller au bureau pour regarder la réponse. Il revient après 5 minutes, et le gars, il continue à discuter, et puis il lui dit, Rav, j'ai une deuxième question scientifique. Et le Rav, il lui dit, je dois aller au bureau une deuxième fois. Et puis il revient à quelques minutes, et puis il continue à discuter, et le gars, il a une troisième question scientifique. Et le Rav Miller, à ce point-ci, il dit, excuse-moi, je ne peux pas aller à la toilette une troisième fois de suite. Parce que tous ces livres de science, ils étaient à la toilette. Lui, je vous dis, il a fini chasse plus que 100 francs. Et une des phrases magnifiques qu'il dit, d'ailleurs, si traduit ces livres-là, je vous suggère immédiatement d'aller les acheter. En hébreu, si vous lisez l'hébreu, ça s'appelle Léan. Il dit, la vérité est partout, mais peu d'hommes sont capables de la voir. La vérité est partout. Alors, on va essayer de voir quelques petits exemples. On a juste un tout petit peu de temps. On va voir quelques exemples. On va essayer de voir un petit peu en détail et voir vraiment cette vérité dont il parle. Et en fait, sa recette, comme je vous avais dit avant, il arrivait à regarder une fleur très attentivement. Il dit, si vous regardez quelque chose très attentivement et vous réfléchissez, et vous regardez, et vous réfléchissez, et vous regardez encore plus, et vous réfléchissez encore plus, vous allez être en admiration devant Hachem. Et comme je vous avais dit juste avant, il avait regardé une fleur pendant quelques moments, et il avait atteint un niveau que lui-même, il dit, c'était le plus proche de Ruach HaKodesh, de l'inspiration divine. Alors maintenant, je veux parler de quelque chose des dimensions, des ordres de grandeur. Alors ça, c'est notre Terre, elle a un diamètre d'à peu près 13 millions de mètres. 13 millions de mètres, c'est ce qu'on dit 10 puissance 7. 10 puissance 7, ça veut dire un 1 suivi par 7 zéros, c'est-à-dire c'est l'ordre de grandeur 10 millions. C'est très important de savoir les ordres de grandeur. Par exemple, l'ordre de grandeur du compte en banque de Elon Musk, il se mesure en milliards de dollars, et mon compte, il se mesure en beaucoup moins d'ordre de grandeur que son compte. Voilà. Et nous, par exemple, les hommes, nous avons l'ordre de grandeur, c'est 0, c'est-à-dire 10 puissance 0, c'est-à-dire on est de l'ordre de grandeur du mètre. Et puis il y a des choses petites comme les fourmis, par exemple, l'ordre de grandeur du millimètre, qui est 10 puissance moins 3, c'est-à-dire il y a 3 zéros et puis il y a un 0,001 mètre. Donc entre la fourmi et la Terre, il y a 10 ordres de grandeur, c'est-à-dire 10 milliards. Ça veut dire que si je prends une fourmi, la dimension d'une fourmi, je le multiplie par 10 milliards, j'obtiens une dimension comparable à celle du diamètre de la Terre. Est-ce que c'est clair? Ok. Et ça, c'est très important de savoir les ordres de grandeur. Et je vais vous montrer maintenant une vidéo où ils prennent une image d'un carré de fleurs et puis s'éloignent à chaque fois de 10. C'est-à-dire que ça avance, c'est 1 mètre par 1 mètre, puis c'est 10 mètres par 10 mètres, 100 mètres par 100 mètres, 1000 mètres par 1000 mètres, etc. Voyons jusqu'à ce qui arrive. Voyons jusqu'à quel point que Kadosh Baruch Hu, il a fait des choses grandes.
Notre voyage commence dans le jardin du microcosme CERN. Nous allons voyager maintenant vers l'infiniment grand. 10 puissance 0 ou 1 mètre. Cette échelle est celle que nous connaissons le mieux. Ici, nous observons un massif de fleurs. 10 puissance 1 mètre ou 10 mètres. Nous pouvons voir la totalité du massif. 10 puissance 2 mètres ou 100 mètres. On observe l'ensemble des bâtiments du microcosme situés au sein du CERN. 10 puissance 3 mètres ou 1 km. On observe l'ensemble des bâtiments du CERN. 10 puissance 4 mètres ou 10 km. On observe le site du CERN et ses environs. 10 puissance 5 mètres ou 100 km. On observe le sud du lac Léman et la Savoie. 10 puissance 6 mètres ou 1 mégamètre. On observe une grande partie de la France, de la Suisse, le sud de l'Allemagne et le nord de l'Italie. 10 puissance 7 mètres. On observe l'Europe et le nord de l'Afrique. 10 puissance 8 mètres. La Terre nous apparaît tout entière. 10 puissance 9 mètres ou 1 million de kilomètres ou 1 gigamètre. L'orbite de la Lune autour de la Terre nous apparaît. Aucun être humain n'a voyagé plus loin. 10 puissance 10 mètres. Nous nous éloignons de la Terre. 10 puissance 11 mètres. On voit apparaître les orbites de Mars et Vénus. 10 puissance 12 mètres ou 1 téramètre. On observe les orbites des 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars. 10 puissance 13 mètres. On observe les orbites des 8 planètes du système solaire. 10 puissance 14 mètres. Notre système solaire apparaît faiblement sur fond d'étoiles. 10 puissance 15 mètres ou 1 pétamètre. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. De 10 puissance 15 à 10 puissance 17 mètres, notre système solaire apparaît de plus en plus petit. 10 puissance 18 mètres, rien d'autre que les nébuleuses de la Voie lactée. 10 puissance 20 mètres, nous observons une grande partie de notre galaxie, la Voie lactée. 10 puissance 21 mètres, notre galaxie ressemble à un tourbillon, elle possède des bras en spirale. 10 puissance 22 mètres, les nuages de Magellan sont les deux galaxies voisines à gauche de l'image. 10 puissance 23 mètres, notre galaxie est indiscernable des autres parmi son groupe. 10 puissance 24 mètres, c'est l'échelle de la plus grande photo jamais prise. Chacun des 9325 points est une galaxie semblable à la nôtre. 10 puissance 24, en fait, ça arrive même jusqu'à 10 puissance 26 ou plus. Ça veut dire, attention, faites toujours attention, quand il dit ça, c'est la plus grande photo qui a été prise, et ça a été pris avec un satellite. Ça a été pris avec un satellite, et ce que ça veut dire, c'est ce qu'on sait, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus. Ça veut dire que c'est là, ça reste la limite de ce qu'on sait. Il faut toujours savoir, quand un scientifique il parle, savoir ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et quand il ne sait pas, et s'il est assez honnête pour dire je ne sais pas, et il ne dit pas c'est comme ça. Et là, par exemple, un passage qui est intéressant, celui dans Hannah. Hannah, quand elle veut négocier avec Akadosh Baruch Hu pour avoir un fils, elle dit Hachem, tu as créé des armées, des armées, des armées, et tu ne peux pas me donner un fils? Tu as créé des galaxies, des univers, tu ne peux pas me donner un enfant? Et regardons un petit peu plus près notre système solaire. Nous avons notre Terre qui est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Le Soleil, c'est, je vais dire parfois des choses scientifiques, et si vous ne comprenez pas, pas de problème, on continue. Ceux qui comprennent, comprennent. Sinon, 90% de ce que je dis, un enfant de 5 ans doit pouvoir comprendre, mais il y a 10% parfois que je dis pour les spécialistes pour qu'ils ne s'ennuient pas de ma présentation. Alors, le Soleil, il a des réactions thermonucléaires qui se passent avec des températures de des dizaines de millions de degrés. Par contre, à la surface, la température est seulement 6000, 7000 degrés. On dit dans Abraham Avinu, quand il avait le Brit Mila, que Hachem il a enlevé le soleil Minartika, il a enlevé de son étui. En fait, le soleil, il a un étui qui protège. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la Terre et les planètes qui sont juste plus proches du soleil, celles plus loin du soleil, nous sommes les seuls qui avons une température qui est propice à la vie. Si vous allez sur Vénus, qui est juste un peu plus proche, c'est 462 degrés. Je pense que c'est un petit peu trop, même pour ceux qui veulent se bronzer. Et si vous allez un petit peu plus loin, c'est type moins 58, ce qui fait sembler la Sibérie un champ d'été. Ok, donc le seul avec la bonne température, c'est la nôtre. En plus, une autre chose que je veux pointer, c'est l'atmosphère. Alors ça, c'est la Terre. Regardez, vous voyez ce truc orange là, cette petite épluchure là orange? C'est l'épluchure, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un truc en fait tout fin par rapport au diamètre de la Terre. Et l'atmosphère, c'est celle qui fait beaucoup de choses. Il n'y aurait pas de vie sans l'atmosphère. L'atmosphère, elle a premièrement l'oxygène,
21% d'oxygène. Pourquoi 21% et pas plus? Les hôpitaux, quand quelqu'un est malade, leur haleine, ils donnent plus d'oxygène. Parce qu'en fait, il y a une limite de flammabilité de l'oxygène qui est 23,5%. Quand on va au-dessus de 23,5%, ça devient dangereux et les objets s'enflamment facilement. Et c'est pour ça que les hôpitaux, malheureusement, c'est des places où il y a beaucoup d'incendies. Et en plus, l'atmosphère, elle fait passer la gamme du visible, 400-700 nanomètres, qui passe, mais elle arrête les rayonnements à haute énergie comme les UV, qui sont dangereux. On sait très bien, on parle qu'il y a les maladies de la peau à cause des UV. En plus, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que la Lune, elle a plein de cratères sur sa surface, mais nous n'en avons pas. Comment ça se fait? Parce que la Lune n'a pas d'atmosphère, et donc tous les météorites et tous les objets qui se baladent dans l'espace, qui vont et cognent la Lune, ils font un trou, mais par contre nous, non. Pourquoi? Parce qu'ils brûlent dans l'atmosphère. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, les frottements font qu'ils se désintègrent. Et en fait, un des gros problèmes du shuttle, si vous vous rappelez le shuttle qu'ils envoyaient dans l'espace et ils revenaient, le gros problème c'est comment faire la coque d'un matériau qui résiste à la température de rentrée. Parce que quand il rentre, les frottements sont tellement forts à cause de la vitesse et des frottements avec l'air qu'ils font un matériau très spécial. Et de là, on voit, par exemple, l'atmosphère. On n'est pas les seuls qui ont une atmosphère d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Par exemple, Vénus et Mars, ils ont une atmosphère. Mais leur atmosphère, elle a plus que 95% de CO2, dioxyde de carbone. C'est comme du style, vous vous mettez derrière un pot d'échappement et vous respirez. Je pense pas que c'est très bon. Ok, donc c'est pas propice à la vie. Donc c'est la seule planète qui, au niveau température, atmosphère, et on va voir plein de choses, est la seule qui est apte pour qu'il y ait la vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réglage fin. C'est un truc qui énerve beaucoup les évolutionnistes et tous les autres. Parce que le réglage fin, ça veut dire que quand on regarde toutes les constantes de physique et chimie, tous les phénomènes, tous les cycles, etc., ils sont tous synchronisés et ont des valeurs très précises, avec des tolérances très faibles, pour qu'il y ait la vie. Et si une de ces constantes changeait de valeur, il n'y aurait plus de vie. Là, on voit Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour nous. De tous les 10 puissance 24 ou 26 de l'univers et de tout ça, la seule chose qui compte pour Kadosh Baruch Hu, c'est nous. Et on ne fait pas grand chose. Je vais vous montrer que c'est quand même un peu déprimant parce qu'on ne compte pas beaucoup en termes de dimension dans le compte de l'univers. Et de là, je veux une petite étape que j'avais lue dans un livre qui est très joli. C'est prenez 2 bouts de papier. Un bout de papier, vous marquez Bishvili Nivra Olam, vous mettez dans la poche droite. Un autre papier, vous marquez Ani Afar Va Efer. Je suis de la cendre et de la poussière et je vous le mettez dans l'autre poche. Alors si vous vous sentez plein de gavin, vous sentez que vous êtes le maître du monde et tout ça, prenez celui Ani Afar Va Efer, vous vous calmez un petit peu, vous redimensionnez et vous êtes normaux. Et puis si par contre vous êtes déprimé, vous prenez l'autre papier qui dit Bishvili Nivra Olam, ça va vous remonter le moral. Ok? Donc on a un petit ça pour les Yamun Oreilles. Et on regarde notre Terre, elle est quand même assez grande par rapport à Vénus, Mars, Mercure plutôt. Mais si on regarde par rapport au Jupiter, Saturne, elle n'est pas très grande. Et si on regarde par rapport au Soleil, c'est la Terre, ok, en proportion. Donc c'est vraiment tout petit. Et si on regarde ça, on pose la question, où est-ce qu'on est? Le matin dans la Tefila, on dit qui on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on compte? Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a fait le monde pour nous. Il a fait tout cet univers-là, 10 puissance 26 pour nous. Nous qui ne sommes même pas un point dans cet écran-là. Ok, c'est quelque chose de très spécial qu'il faut se rappeler. Je veux maintenant parler du plus petit, mais avant d'introduire le plus petit, je veux parler d'un jeu que j'adorais quand j'étais jeune, c'était le Lego. Et j'imagine beaucoup d'entre vous peut-être ont joué au Lego. Et le Lego, qu'est-ce que c'est que Lego? Lego, il y a quelques douzaines de types de pièces, les longs, les courts, les fins, les machins, un truc comme ça. Combien? Il y en a quelques centaines ou quelques milliers pour faire quoi? Des maisons, des trains, des voitures, etc. D'accord? Ça c'est le fameux Lego que tout le monde a joué. Mais il y a aussi un Lego que Kadosh Baruch Hu il a fait. Et attention, là je veux que vous vous asseyez, qu'il n'y ait pas de coup de cœur ou tout ça. Je sais que quand on voit ça à l'école, on a des mauvais souvenirs. Le tableau périodique des éléments de Mendeleev. Et ça, c'est les Lego de Kadosh Baruch Hu. Parce que quand on y réfléchit, c'est la même chose. Combien de types d'éléments on a? On a un type, quelques douzaines aussi. Et en fait, pour ceux qui nous concernent, c'est vraiment 2 ou 3 douzaines au maximum d'éléments. C'est vrai qu'il y en a plus que 100, mais beaucoup ne sont pas pratiques du tout. Et combien? Ah là, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'école, il y avait un scientifique italien qui disait combien d'atomes étaient dans une mole. Vous vous rappelez le nom? Avogadro. Hein? Avogadro. Avogadro. Et puis c'est pas Avogadro, il était italien. C'est 1000 L et pas 1000 R. Avogadro. C'est pas Avogadro, c'est Avogadro. Ok, et Avogadro,
qu'est-ce qu'il disait? Amédée Avogadro, il disait qu'il y en a combien? 10 puissance 23. Exactement, 6, 10 puissance 23. Et donc, en fait, c'est une bonne ça. Dans un centimètre cube de matière, vous pouvez utiliser 10 puissance 24 comme nombre. Donc, par exemple, un œuf, on va parler de l'œuf juste après, il y a type ordre de grandeur 10 puissance 24 atomes. Ok? 10 puissance 24, c'est 1 million de milliards de milliards. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait tout, l'univers, la Terre, l'homme, les animaux, les plantes, les maisons, les avions, les fusées, les bonbons et même les Lego. Tout est fait d'atomes. Tout. Comment ça marche l'atome? Alors, dans petite révision de chimie, on a chaque atome, il a dans son noyau, il a des protons et des neutrons. Les protons, ils sont positifs, les neutrons, ils n'ont pas de charge. Et puis très 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 loin, il a des électrons. Et en fait, chaque atome, il a le même nombre de protons et d'électrons. Et ça, c'est fondamental. Alors, Ephraim Waxman, un gadol américain, il disait une fois dans un shiur quelque chose de fabuleux. Il disait, Hachem, quand on dit Hachem, il met avec zivugim, on pense qu'il fait des mariages. Il prend un homme et une femme, il les met ensemble. Il prend un gars de la mat Beth Shemesh, il le fait venir à l'Ivry-Gargan et puis il se marie. Ça, c'est ce qu'on pense, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il disait, Hachem, il prend un proton et il le met avec un électron. Il les met ensemble pour que l'atome il soit neutre. En fait, il dit, si on avait une poignée d'électrons dans une main, ça ferait un champ électromagnétique tellement terrible qu'on ne pourrait pas survivre. Donc on a toujours le même nombre d'électrons et de protons dans les atomes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors comment ça marche ici? L'hydrogène, un proton, un électron. L'hélium, 2 protons, donc 2 électrons. Le lithium, 3 protons, donc 3 électrons, etc., etc. On construit comme ça l'atome. Et maintenant qu'on sait un petit peu qu'est-ce que c'est que l'atome, regardons un petit peu, faisons le voyage inverse des fleurs. D'ailleurs, quand il disait le CERN, CERN c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Ok? Quand il va prendre de ces fleurs, il va maintenant aller dans le petit. Voyons qu'est-ce qui se passe. Après ce long voyage vers l'infiniment grand, nous voici de retour dans le jardin du microcosme CERN. Nous allons maintenant voyager vers l'infiniment petit. 10 puissance 0 mètre ou 1 mètre. On observe un massif de fleurs. 10 puissance moins 1 mètre ou 1 décimètre. On voit une mouche posée sur une feuille. 10 puissance moins 2 mètres ou 1 centimètre. On observe en détail une mouche. 10 puissance moins 3 mètres ou 1 millimètre. Observation d'un œil de mouche. 10 puissance moins 4 mètres. L'œil de la mouche est composé de centaines d'yeux plus petits, les facettes. Cette image a été prise avec un microscope électronique à balayage. 10 puissance moins 5 mètres. Entre les facettes se trouvent des cils qui donnent à la mouche des informations tactiles sur la surface de l'œil. 10 puissance moins 6 mètres ou 1 micromètre. On observe des cellules de mouche. 10 puissance moins 7 mètres. Nous voici dans l'univers des chromosomes. 10 puissance moins 8 mètres. On observe une molécule d'ADN. 10 puissance moins 9 mètres ou 1 nanomètre. On observe un groupement d'atomes avec un microscope à effet tunnel. 10 puissance moins 10 mètres. On voit apparaître des nuages d'électrons autour des atomes de carbone. 10 puissance moins 11 mètres. Voici l'atome de carbone. 10 puissance moins 12 mètres ou 1 picomètre. Un immense vide entre le noyau de l'atome et ses électrons. 10 puissance moins 13 mètres. On se rapproche du noyau de l'atome de carbone. 10 puissance moins 14 mètres. On observe le noyau de l'atome de carbone qui est composé de 6 protons et 6 neutrons. 99,95% de la masse de l'atome est concentrée dans ce minuscule espace. 10 puissance moins 15 mètres ou 1 femtomètre. Les protons et les neutrons du noyau sont composés de 3 quarks. Ici s'arrête la connaissance de l'infiniment petit. Et donc on voit que Hachem il va dans l'infiniment petit. Ici on dit par exemple, Hachem il fait le très grand et le plus petit. Il y a un passouk dans le Babli qui parle de que Hachem nourrit le monde entier des cornes du Réhem. Le Réhem c'était un animal énorme. En fait il y a une histoire, David Ameller il croyait qu'il était assis sur une colline, mais en fait c'était un Réhem. Et le Réhem il commence à bouger, il croit que c'était un tremblement de terre. Et donc c'est un Réhem, c'est un animal énorme. Hachem nourrit le Réhem et aussi il nourrit les œufs de poux. Et en fait, je veux dire, quand on dit quelqu'un, il est précis, ça veut dire qu'il est précis, tout petit. C'est la chose la plus petite qu'on mentionne, c'est de la Ramanout, parce qu'un cheveu, c'est à peu près 50 microns. C'est-à-dire, c'est 50 000 nanomètres, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a vu ici, ok? Et quand on met tout ça ensemble, on voit que quand on passe de l'infiniment petit, du noyau atomique, à
aux galaxies et tout ça, on a plus que 40 ordres de grandeur. Ça veut dire qu'il y a 1 suivi par 40 zéros, différence entre le plus petit et le plus grand. Je prends le plus petit et je multiplie par 1 suivi par 40 zéros et on a le plus grand. C'est incroyable qu'Adosh Baruch Hu, il a fait tout ça, et il a fait tout ça pour nous. Dans le corps humain lui-même, on a un type 10 heures de grandeur. Par exemple, on est de l'ordre de grandeur du mètre, et puis on a des organes qui sont de l'ordre du centimètre, on a des tissus qui sont dans le millimètre, on a des cellules qui sont de l'ordre du micron, et les cellules, elles ont des chromosomes, et l'ADN et tout ça, et on a des molécules, donc on va au niveau nanomètre et angstrom. Donc on a au moins une dizaine d'ordres de grandeur déjà dans notre corps humain quand on regarde tout ça. Maintenant, je veux regarder un petit peu de nouveau ce tableau périodique, les Lego de Akadosh Baruch Hu. Les Lego de Akadosh Baruch Hu, ils sont magiques par rapport aux Lego. Les Lego, je sais très bien que je prends un Lego vert et un Lego rouge, je les mets ensemble, j'ai un vert et un rouge ensemble. Ok? Mais les Lego de Akadosh Baruch Hu, c'est très spécial. Ici, je vais montrer deux éléments qui sont terribles. Terribles. Un, c'est le sodium. C'est un métal tendre, donc quand vous le mettez dans l'eau, il prend feu et il explose. Quelqu'un m'a dit, ah, peut-être c'est ça qu'ils ont mis dans les pages des Hezbollah, je ne sais pas, mais c'est une bonne idée quand même. Un autre, c'est un gaz qui est à base de chlore, le chlorine, gaz chlorine, qui est un gaz qui a été inventé, malheureusement par un juif, qui s'appelle Fritz Haber, qui est un prix Nobel, et c'est celui qui a inventé les armes chimiques dans la Première Guerre mondiale. Et le gaz chlorine, c'est un gaz terrible, qui provoque des brûlures et il fait mourir, c'est une mort terrible. C'est un truc terrible. Et donc, la question c'est, voyons une petite vidéo là sur ces deux trucs-là. On va regarder avant tout il va mettre du sodium dans l'eau, regardez ce qui se passe, comment ça réagit, comment ça prend le feu. Et dans l'eau, regardez comment il prend le feu et puis il va exploser. Ok, c'est ça c'est sympa. Juste en passant, je sais qu'on ne peut pas dire choses comme ça, mais bon, il disait que les Hezbollah, ils avaient tous leur pager dans la poche, et maintenant ils ont des gros problèmes parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec les 72 vierges qu'ils ont rencontrées. Alors, et un autre, c'est le gaz chlorine. Regardez cette image-là, c'est un bateau en Jordanie, il y a une explosion de chlorine, c'est ce gaz jaune, il a fait 12 morts et des douzaines de blessés graves avec tout ça. Donc on a ces deux éléments qui sont terribles. Si quelqu'un il a en tête de dire, tu sais quoi, je vais les mettre ensemble, je vais prendre sodium et chlore, qu'est-ce qui va se passer? Putain, un truc monte, j'aurai la bombe atomique, n'est-ce pas? Sel de table. Du sel de table. C'est magique. Vous prenez deux trucs terribles, vous les mettez ensemble, vous avez le sel de table. Incroyable. Il y a aussi le cas inverse. Vous prenez cette molécule-là, en fait, je ne vous dis pas ce que c'est, mais peut-être quelqu'un va se rappeler de ce film-là. Le salaire de la peur. Quelqu'un l'a vu ce film-là? Oui. Qu'est-ce qui se passait dans ce film-là? La nitroglycérine. Donc ça c'est de la nitroglycérine. Et la nitroglycérine est explosive, avec des chocs elle peut exploser. Ce film est tragique, tout le monde meurt à la fin. Et quand vous regardez de quoi elle est faite d'hydrogène, de carbone, d'azote et d'oxygène qui sont les éléments de la vie. Nous avons tous en nous ces éléments-là. On a les mêmes Legos que la nitroglycérine, et pourtant, bon, on n'explose pas. Pourquoi? Parce que la nitroglycérine, ils sont disposés d'une certaine façon qui fait que c'est un petit peu instable et que ça peut exploser. Il y a encore un autre exemple qui est fascinant, ça c'est l'exemple du charbon. Le charbon, il est noir, tendre, il n'est pas cher, conducteur électrique, et le diamant, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on m'a dit que les femmes les aiment beaucoup, et c'est un matériau qui est transparent, très dur, il est hyper cher, et c'est un isolant électrique. Et quelle est la différence? C'est tous les deux, ils sont faits de carbone. Tous les deux. Alors quelle est la différence? C'est la façon dont les atomes sont disposés. S'ils sont disposés comme ça, c'est du charbon, s'ils sont disposés comme ça, c'est du diamant. Et je crois que je ne vais pas refaire la distinction entre le zircon et le diamant, parce que je l'avais faite la dernière fois quand j'étais venu, et les femmes ne se rappelaient que de ça de mon cours, donc je ne vais pas le refaire. Alors on va continuer. Et quand on regarde le tableau périodique, on voit que l'ADN, qui est à la base de la cellule, qui est à la base de la vie, elle est faite des mêmes choses, en fait, un petit peu de phosphate en plus, mais sinon, phosphore en plus, mais sinon c'est la même chose. Et une chose, juste en passant, l'ADN qui est à la base des cellules, une cellule c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. À l'époque, Darwin, il pensait que c'était un truc tout simple, il l'appelait protoplasme. Aujourd'hui, on sait que d'une complexité, dans mon département, on avait considéré un candidat qui étudiait juste les
porte pour faire entrer certains ions spécifiques dans la cellule, pour vous dire à quel niveau de complexité on est arrivé. Et l'ADN, c'est comme un programme informatique, mais comme il dit Bill Gates, qui est beaucoup plus compliqué que n'importe quel programme, n'importe quel programme super avancé qu'on a développé, mais c'est un programme informatique. Et donc ça s'attache au loi informatique, on va en parler après quand on parle dans la deuxième partie de notre ami Darwin. Et alors, regardons un peu mieux cet atome. Donc on a dit qu'on a un noyau avec des protons et des neutrons, et on a des électrons très très éloignés. Cette image n'est pas correcte. Ils sont il y a beaucoup de vide. Il avait dit qu'il y avait 99,95% de la masse est concentrée dans le noyau. C'est-à-dire que la plupart c'est du vide. Alors je veux faire quelques petites observations. Premièrement, on se rappelle à l'école. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez plus et plus à côté? Ils se repoussent. Alors comment ça se fait que le noyau il n'explose pas? Le noyau, je viens de vous dire, il y a plus et plus à côté. Il faut réfléchir. Alors c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et pourtant, il n'explose pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qu'on appelle forces nucléaires fortes et forces nucléaires faibles, qui agissent seulement au niveau du 10 puissance moins 15 mètres, donc au niveau de ça, donc elles n'agissent pas en dehors, juste ici elles agissent, et elles tiennent le noyau ensemble. En fait, des scientifiques, ils ont étudié cette force, et ils ont dit, si cette force était 1% plus forte ou 2% plus faible, on ne pourrait pas avoir l'atome. Parce que ça exploserait ou imploderait ou des trucs comme ça. Ça veut dire que les tolérances qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sur cette force nucléaire sont très 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 petites. Deuxième question. On a des électrons négatifs et un noyau positif. Qu'est-ce qui se passe quand un négatif il voit un positif? Il s'attire. Il s'attire. Ok? Et donc le noyau, l'électron, il veut aller s'écraser sur le noyau. Comment ça se fait? Il ne le fait pas? En orbite. Non, c'est pas une tour. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le principe d'indétermination de Heisenberg, on ne peut même pas savoir où il est. Mais l'histoire, c'est qu'il y a un postulat de Bohr. Niels Bohr, c'était un des pionniers de la mécanique quantique, juif d'ailleurs. Et il disait, le postulat, il dit, qu'est-ce que ça veut dire postulat de Bohr? Postulat, ça veut dire c'est comme ça et tais-toi. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. L'électron, il ne s'écrase pas sur le noyau. Point. Pourquoi? On ne sait pas. Un roc. Ok, un roc. C'est exactement un roc. En plus de ça, ils ont étudié qu'est-ce qui se passe. La force qu'il y a entre les deux, c'est la force électromagnétique, c'est-à-dire c'est l'inverse de la distance au carré, si vous vous rappelez des cours de physique. Et qu'est-ce qui se passe si cette force était un petit peu plus faible, un petit peu plus fort? Ils ont trouvé des tolérances du style 4%. Si c'était 4% plus fort ou plus faible, soit ça imploderait, soit ça exploserait, donc il n'y aurait plus de vie, rien du tout. On parle de tolérance ici de 1%, 2%, 4%. C'est incroyable, hein, il faut réfléchir sur ça. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il a dit la plupart de la masse est concentrée sur le noyau, et les électrons, ils sont très, 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 très éloignés. Alors si c'est comme ça, faisons cet exercice mental. Qu'est-ce qui se passerait si je prenais les électrons et je les mettais sur le noyau, j'enlève le vide. J'enlève le vide. Alors, vous connaissez sûrement ce monsieur, Gustave Eiffel, avec la tour des 300 mètres. Et qu'est-ce qui se passerait si, avec certaines hypothèses, on faisait cet exercice mental des atomes de la Terre et on mettait les électrons sur le noyau? Eh bien, la Terre, elle ne serait pas plus grande que la moitié de la tour Eiffel. Évidemment, elle pèserait le même poids, donc ça veut dire qu'elle aurait une densité absolument monstrueuse, mais elle serait la moitié de la tour Eiffel. Et de là, on peut penser, attends, je vous ai déjà montré que la Terre, c'était un petit point. Nous, on ne sait même pas à Mahanar, nous, Machaïn, où est-ce qu'on est. En plus, je vous dis maintenant que si on met les électrons sur le noyau, c'est encore, on est la plupart de nous et de tout, c'est du vide. Et en fait, si on fait cet exercice avec nous, on n'est même pas une graine de poussière. Ok, ne sortez pas maintenant parce que la rastra, c'est assez déprimant. On va remonter le moral après, ok? Mais donc, on peut réfléchir vraiment, qu'est-ce qu'on est? Au niveau, si on veut juste regarder nous, le corps et tout au niveau matérialiste, au niveau atomique, ben, ça ne fait pas le poids. Okay. Et restons juste là une seconde sur ce point-ci de Gustave Eiffel, parce que Gustave Eiffel, c'était un centralien, il était un étudiant de l'école centrale de Paris, et quand vous allez dans la page Wikipédia des fameux anciens élèves de l'école centrale, vous en avez une trentaine ici, évidemment lui c'était un des premiers, il est mentionné en haut, et puis ça va en fonction du temps, et un peu plus bas ici, vous voyez que j'y suis aussi. Donc je suis sur la même page de Gustave Eiffel. Voilà. De là, vous apprenez deux leçons. Je vous apprends deux leçons. Premièrement, si vous cherchez quelqu'un de humble, il ne faut pas chercher un professeur. Ok, c'est la leçon numéro 1. Leçon numéro 2, c'est parfois les professeurs ils pigent rien. Parce que je viens de dire qu'on n'est rien, qu'on est un bout de poussière, et puis je suis en train de me mousser en disant que je suis sur la même page de Gustave Eiffel. Ok, voilà. On va continuer. Donc, maintenant, on voit que les atomes,
Les atomes constituent tout, aussi nous. On a des atomes, ils font des acides aminés, de l'ADN, des chromosomes, des cellules, des organes, des tissus, et un autre est vivant. Et donc on est une enceinte d'atomes. Mais par contre, on sait qu'on est vivant. La vie, qu'est-ce que c'est que la vie? J'ai regardé le petit Robert en live, et il dit, c'est l'ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, que présentent tous les organismes animaux ou végétaux de la naissance à la mort. Croissance, métabolisme, reproduction. Par exemple, mes Lego, ils n'ont pas cru, ils sont de la même dimension que ma mère l'avait acheté. Il n'y a pas de métabolisme, ils ne consomment aucune énergie, ils restent là dans la boîte. Et il n'y a pas de reproduction, le nombre qu'elle m'avait acheté, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. Par contre, tous les organismes vivants, ils ont ces trois phénomènes. Ils consomment de l'énergie, ils changent de dimension, ils croient, et ils vieillissent. C'est intéressant, il y a un cycle de comment, du bébé à l'adolescent, à l'adulte, et puis le vieillissement. C'est tout programmé dans les cellules. Et il y a la reproduction. On peut reproduire. La reproduction, c'est quelque chose de magnifique quand vous y pensez. Vous pouvez avoir un nouvel élément de la même série. C'est quelque chose de magnifique. Et qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est l'absence ou l'arrêt de ces phénomènes. Tout ça, c'est simple. Mais maintenant, réfléchissons un instant. Vous avez Laura Lane ou Laura Lane. Quelqu'un qui est mort. 10 minutes avant, il était vivant. 10 minutes après, il est mort. Ok? Pourtant, quand on regarde les atomes, c'est les mêmes atomes exactement à la même place. Rien n'a changé. C'est exactement la même chose, mais pourtant un est vivant et mort. Alors qu'est-ce qui a changé? La seule chose qui a changé, on sait très bien qu'est-ce qui a changé, c'est que la neshama est partie. Tout compte parce qu'on a une neshama, et on a une âme. Et c'est pas, il y a des gens qui disent, ah ouais, les matériaux organiques qui sont vivants. Organique aussi, le whisky, il est organique, il a du carbone dedans, pourtant il n'est pas vivant, d'après ce que j'en sais. Mais la neshama, c'est ce qui fait. Donc nous, on peut être au niveau atomique, un grain de poussière, si vous mettez les électrons sur le noyau, où on n'est que vraiment 3 fois rien. Mais la neshama, c'est quelque chose de très très spécial. Et le Harizal, il dit que même les objets animés et les plantes ont une nefesh. En fait, une expérience intéressante que l'université de Tel Aviv avait fait l'année dernière sur les plantes. Ils avaient pris des plantes et ils avaient mis des capteurs à ultrasons pour mesurer les sons dans le domaine des ultrasons. Et ils simulaient quelqu'un qui venait pour couper la plante ou quelqu'un arroser la plante. Et la plante, elle parlait. Et il y a eu des signaux qui étaient clairement définis quand quelqu'un voulait la couper ou quand quelqu'un voulait la parler. Vous avez sûrement entendu parler de l'expérience qu'ils avaient fait, et en fait Ikea l'a repliqué pour montrer qu'il faut bien traiter les enfants. Ils avaient pris 2 plantes identiques. Une plante, ils lui disent bonjour ma chérie, que tu es gentille, que tu es belle et tout ça. Et l'autre, ils l'insultent tous les jours. Alors celle qu'ils insultaient, après quelques jours, elle est morte, et l'autre, elle était bien. Et donc, et ça c'est prouvé. En fait, on sait, et ce qui est intéressant, c'est que cette Neshama, quand est-ce qu'elle a été donnée? Si vous regardez la Gemara Masechet Sanhedrin, Rabbi Yochanan bar Hanina, il dit qu'est-ce qui s'est passé au tout début avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a pris de la poussière et il a fait un golem. Un golem, ça veut dire il a pris de l'argile, il a fait la forme de l'homme à la 2e heure, et à la 4e heure, il a insufflé la Neshama en lui. Et de là, ça me fait venir une petite blague que j'ai entendue qui est très jolie. Il y a un athée qui va chez Akadosh Baruch Hu et il dit Dieu, on n'a plus besoin de toi, on sait faire un homme. Et Dieu le regarde et lui dit ah oui, vraiment, fais-moi voir. Il dit regarde. Et il se baisse pour prendre un peu de poussière de par terre. Et Dieu il lui dit tu prends pas ma poussière, tu prends la tienne. Ok. Donc voilà. Et on sait très bien. Le matin, on dit Elokai, Neshama, Shenatata, Biteora. Il faut remercier le bon Dieu qu'on a la Neshama parce que si elle ne revient pas, c'est pas sympa. On dit quand quelqu'un il va à la fin de ses jours, on dit tu es venu de la terre, tu reviens de la terre, tu étais de la poussière, tu redeviens de la poussière. Donc en fait, on est de la poussière avec un turbo. Et le turbo, c'est notre Neshama, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prend chaque soir, il la nettoie, il la purifie, il nous la redonne le matin. Et on espère qu'on a ça pendant 120 ans. Maintenant, je veux regarder un exemple qui, pour moi, est fabuleux. Je vais vous montrer 2 exemples où on voit la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Je pouvais choisir n'importe quoi et on pouvait rester ici 50 ans à discuter. On n'a pas beaucoup de temps, et donc je vais vous montrer que 2 exemples. Un, c'est l'œuf. L'œuf, réfléchissez, c'est un système fermé avec dedans 2 liquides, le jaune et le blanc, n'est-ce pas? Et la poule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit dessus pendant 21 jours. Pendant 21 jours, ça veut dire qu'elle le chauffe. C'est seulement chauffage. Et qu'est-ce que ça veut dire chauffer? Ça permet aux réactions chimiques de se passer. Généralement, quand je présente ça, je lance un défi, je dis, est-ce que vous pouvez construire une petite voiture en Lego 300 pièces? Et tout le monde dit oui, bien sûr. Et je dis, mais avec une condition, vous ne pouvez pas ouvrir la boîte. Vous pouvez juste secouer la boîte jusqu'à ce que la voiture elle est faite. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans l'œuf.
Et on va la voir, et après on va discuter un petit peu. Regardons comme ça, c'est fabuleux. C'est en anglais, mais je vais traduire. Alors ça prend 21 jours, et à l'intérieur, vous avez le jaune et le blanc, et ça commence avec le jaune. Et à l'intérieur, l'embryon se forme, devient un petit point qui est l'embryon, qui est dans le jaune. Et en fait, immédiatement, le deuxième jour, il y a le cœur qui se forme, il commence à battre. Il y a la colonne vertébrale, il commence à former la queue, et même les vaisseaux sanguins qui commencent à nourrir cet embryon. Et puis, il commence à développer les membres. Et puis l'œil et le cerveau commencent à se former aussi. Puis il forme au 5e jour, c'est le coude et le genou. Au 6e jour, il forme les petits doigts. Et puis le bec, il commence à se développer 6e et 7e jour. Et puis après, le 8e jour, il y a quand même sur la peau, ça commence à se former les places où il y aura les plumes. Et puis il forme des écailles, il forme des ongles au 10e jour. Et puis il a les plumes, les poils qui commencent à apparaître au 11e jour. Il forme des écailles au 12e jour. Et tout ça, c'est en séquence. Il a formé, les yeux se sont ouverts, il a des paupières. Et en fait, et puis il se tourne dans l'œuf. Il est assez compressé, c'est tout calculé exactement, précisément. Il y a les plumes qui continuent à croître et les organes internes qui continuent à se former. On est au 16e jour là, donc pas grand-chose. Et là maintenant il est très compris, mais tout ce qu'il a besoin est compris dans l'œuf. C'est un système fermé. Et il a consommé pratiquement tout. On arrive au 19e jour, 20e jour, il y a une petite pochette d'air. Et maintenant il doit sortir et il pousse sur la coquille et il sort. Et voilà, donc il pousse. Ok? C'est magnifique. Mais réfléchissons sur ça un petit peu. Premièrement, si vous réfléchissez comme un chimiste, vous dites, attendez, qu'est-ce qu'on a dans cet œuf? On a un type 10 puissance 24 atomes, combien de types? Une douzaine, une petite douzaine, et tous ces atomes sont consommés pour former le poussin. Donc, tous les Legos, ils sont là au début. Tous les Legos, ils sont dans la boîte pour fermer le poussin à la fin. Quand vous regardez ça comme un scientifique des matériaux, c'est encore plus fascinant parce que vous commencez avec de liquide, et puis vous sortez avec un organisme qui a des plumes, qui a des organes durs comme le bec, des organes gélatineux transparents comme l'œil, etc. Plein de matériaux différents. Plein de matériaux différents à partir de ces deux, jaune et blanc. Et la question, où est-ce qu'elle est l'intelligence pour ça? C'est un programme. La vidéo que je vous ai montrée, maintenant, c'est tous les poussins, ils sont comme ça. Ça forme le cœur de deuxième jour, etc. etc. C'est cette séquence, elle est toujours la même. Et est-ce qu'elle est l'intelligence? On sait aujourd'hui, c'est tout programmé dans l'ADN. Et je veux parler de la coquille parce que la coquille elle est absolument magnifique. Premièrement, elle a une forme elle doit résister à la poule qui s'assoit dessus. Parce que si elle casse, c'est fini. N'est-ce pas? Et en fait, cette forme de la coquille de l'œuf a été utilisée par les ingénieurs du bâtiment pour faire des coupoles, parce que c'est une forme exceptionnelle pour distribuer les poids de façon uniforme. Elle est très dure, elle est très bien. Ce qui est magnifique, ça vous voyez, l'épaisseur de cette... j'ai vu un papier scientifique, ça m'a ébloui. L'épaisseur de cette coque devient de plus en plus fine au cours des 21 jours. Parce que si elle restait la même épaisseur qu'elle était au début, le poussin ne pourrait pas sortir sur cette peau dure. Donc elle s'amincit, et le 20e jour elle est tellement fine que lui il fait tic 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 tic, elle s'ouvre et elle sort. Incroyable. En plus, une autre chose, je vous ai dit que c'était un système fermé, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la coquille elle est nanoporeuse, c'est-à-dire elle a des nanopores, elle a des trous de dimension nanométrique, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre, pour permettre à l'humidité à l'air de rentrer, mais pas autre chose. C'est absolument fabuleux. Et en fait, elle est tellement compliquée cette coquille qu'à l'intérieur de la poule, ça lui prend 24 heures pour former un œuf, 3 heures c'est pour faire le jaune et le blanc, et 21 heures c'est pour faire la coquille. Ok. Et le bébé humain, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, quand le bébé est dans le ventre de la maman, il y a un organe supplémentaire qui s'appelle la placenta, qui doit faire la fonction de respiration et cardiovasculaire. Il oxygène le sang, etc., etc. Parce que le bébé, il ne peut pas respirer et le cœur, il ne marche pas encore à l'intérieur.
Et ce qui est fabuleux, en fait, il marche, mais il y a 3 valves qui sont ouvertes quand il est à l'intérieur. Et à peine il sort, ces 3 valves, elles doivent se fermer. Et si elles ne se ferment pas, c'est très dangereux. Pourquoi justement, comment on ferme les 3 valves? Généralement, on prend le bébé, on lui donne une petite fessée, ça active il commence à pleurer, ça active la respiration, et ça fait que ces 3 valves se ferment. Et ça, c'est magique. Et sur ça, ça me rappelle une histoire fabuleuse que le Rav Jonathan Rietti, qui était venu à Boston, avait raconté. Il nous avait raconté cette histoire. Il a dit, imaginez, vous êtes un bébé à l'intérieur de la maman. Gan Eden, température idéale, vous avez un malard qui vous enseigne la Gemara, vous voyez d'un bout à l'autre du monde, c'est magnifique. Et puis soudainement, tremblement de terre, vous sortez. C'est en fait, on compare la mort à l'accouchement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Pour le bébé, sortir du ventre de la mère, c'est Gehinam, c'est fini, c'est la fin. C'est la fin, il ne sait pas que la vie commence après ça. Et donc le bébé, il sort, et puis il y a ce gros gars avec le tablier blanc qui le prend dans ses grosses mains comme ça, et lui regarde, il voit papa et maman qui sont tout émotionnés, et puis il voit ce médecin-là, il prend sa main, et PAH un gros coup dans le postérieur, et lui il pleure parce que ça fait mal, et il regarde ce rachat qui lui a donné un coup comme ça sans raison. Il a fait aucune avéra, il n'a rien fait de mal, et ce mauvais, ce méchant, il lui a donné une baffe comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le père. Le père, sûrement, maintenant, il va prendre son poing, il va lui donner un coup dans les gencives. Et en fait, le père, qu'est-ce qu'il fait? Chazak Baruch, merci docteur, merci beaucoup, Chazak Baruch. Et toi, vous êtes le bébé, vous dites, mais c'est injuste. Quel monde injuste! Je suis à peine sorti, j'ai rien fait de mal. Celui-ci me donne une fessée et l'autre qui lui dit Chazak Baruch. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit de là, on apprend 3 leçons. Premièrement, que dans la vie, des choses douloureuses se passent. On a tous des bobos, des problèmes. Deuxième, c'est que tout ce qui se passe pour nous, c'est pour notre bien. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Mais souvent, parfois, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est la 3e leçon. La 3e leçon, c'est éventuellement, à un certain point, on va comprendre que c'était pour notre bien. Parfois, les gens ils sont un peu obtus et on comprend seulement après qu'on sort de ce monde. Parfois, on est un peu plus intelligent et on s'en aperçoit un petit peu avant. Où il y a des circonstances qui font qu'on s'en aperçoit avant. Par exemple, disons que ce bébé, à l'âge de 12 ans, il va à une course de SVT, et la prof, elle dit, quand le bébé il sort, on lui donne une fessée pour activer la respiration, pour que ces 3 valves se ferment, comme ça, parce que sinon il est en danger. Et lui dit, ah, oh, mince, je ne l'avais pas dans les Ravzerhout, le docteur c'était un sadique, moi je pensais que c'était un rachat, il m'avait donné cette fessée, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Alors, voyons un deuxième exemple. Exemple je veux parler d'un autre sujet, et parlons de la voix. La voix, on parle, Baruch Hashem, on peut parler, et en fait, quand on parle, les voix de l'homme et de la femme sont à peu près dans les mêmes rangées de fréquences, sauf que la femme, généralement, c'est un petit peu plus aigu. Et le Chazon Ish, il dit quelque chose de fabuleux, il dit que le Créateur, il a vu que dans la vie, ce ne serait pas bien si tout le monde était sourd-muet, et donc il a créé une machine qui émet des sons pour l'homme, et un autre dispositif qui peut les écouter, les oreilles, et les deux, ils sont synchronisés sur les mêmes fréquences. C'est fabuleux. Et c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que de tous les animaux ou les êtres, nous avons un champ auditif qui, dans une oreille parfait, ultra parfait, va de 20 à 20 000 Hz, c'est-à-dire de 20 à 20 000 oscillations par fréquence. Plus le nombre est grand, plus c'est un son aigu ou c'est des ultrasons. Mais il y a des chiens qui écoutent dans une rangée plus élevée que nous, et même les chauves-souris ou les dauphins, ils entendent des fréquences très très hautes que nous n'entendons pas. Et il y a des animaux qui entendent des fréquences en dessous des 20, comme l'éléphant et la taupe. Il y a une histoire fabuleuse aux États-Unis, je ne me rappelle plus quand c'était, disons dans les années 50, à la télé, il y avait un fabricant de bouffe pour chiens qui, chaque fois qu'il passait cette publicité, les chiens de la maison, ils couraient en face de la télé, et ils regardaient allécher, ils sortaient la langue, comme ça, et les patrons, et le patron du chien, il pensait que le chien, il adorait ce produit-là. Donc il allait acheter cette marque de bouffe de chien. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le fabricant, le malin, il avait mis dans la bande sonore des sons à très haute fréquence. Des sons à une fréquence que nous, humains, ne pouvons pas entendre, mais que le chien peut entendre. Donc le chien, il entendait ce bruit-là que nous n'entendions pas, et il courait pour voir la télé. Et le patron, il croyait qu'il voulait manger ce produit-là. Voilà, et alors, quand on parle maintenant, je veux parler de l'oreille.
vous aurez pu vous éblouir en vous parlant de l'œil, mais je pense que tout le monde sait que l'œil est d'une complexité absolument faramineuse. Et en fait, on peut regarder le système cardiovasculaire, on peut regarder n'importe quoi, et on peut être ébloui. Mais je veux regarder l'oreille. Et pour comprendre l'oreille, il y a une chose que je veux introduire, c'est premièrement les sons. Il y a deux paramètres importants. Un, c'est l'amplitude de son. Comme ça, comme un son de téléphone, comme ça. Fermez. Alors, il y a des sons de basse amplitude, je peux parler et chuchoter, ou des sons de grande amplitude. Je peux hurler, mais c'est le même son, mais c'est l'amplitude qui change. Un deuxième paramètre, c'est la fréquence. Il y a des fréquences basses, contrebasses et tout ça. Il y a des fréquences aiguës. Voilà. Donc, fréquence et amplitude. Et dans l'oreille, ce qui se passe, ça c'est la cochlée, ça c'est un système qui est dans l'oreille, ça c'est la dimension d'un centime américain, à peu près la même que celle de l'euro, du centime de l'euro. Et donc c'est un truc tout petit, on parle de centimètres. Et dans l'oreille, il y a des os, maintenant on va voir une vidéo incroyable, qui sont les plus petits os du corps humain, qui sont de dimension millimètre. Ok? Maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai vue quelques douzaines de fois, et à chaque fois, j'ai les frissons parce que c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et je veux qu'on partage ça avec vous. Le sens de l'ouïe résulte d'un processus appelé transduction auditive. L'oreille convertit les ondes sonores présentes dans l'air en impulsions électriques que le cerveau peut interpréter. Quand le son pénètre dans l'oreille, il passe par le conduit auditif, qui se termine par une membrane appelée tympan. Le tympan entre en vibration sous l'effet des ondes sonores. Les sons graves produisent une vibration à basse fréquence, et des sons de faible volume produisent des vibrations de faible amplitude. Les sons aigus produisent des vibrations plus rapides. Le tympan a une forme de cône et est connecté à une chaîne de 3 osselets. Ces osselets sont appelés respectivement le marteau, l'enclume et l'étrier. Ça, c'est quelques millimètres, tout ça. Les mouvements du tympan sont transmis aux osselets en préservant l'information sur l'amplitude et la fréquence. Les 3 osselets pivotent collectivement autour de l'axe indiqué en rouge. Cette rotation d'ensemble s'explique par une série de ligaments qui maintiennent les os en place dans l'oreille moyenne. Le ligament antérieur du marteau et le ligament postérieur de l'enclume sont d'une importance particulière pour le maintien de l'axe de rotation. 2 éléments importants n'apparaissent pas sur la figure, car ils obscurciraient la vue. Il s'agit du nerf de la corde du tympan et du tendon du muscle tenseur du tympan. C'est 2 mm peut-être. Les vibrations du tympan sont transmises le long de la chaîne des osselets jusqu'à la base de l'étrier. L'étrier bouge comme un piston et induit des vibrations à l'intérieur du labyrinthe osseux. C'est la cochlée, c'est tout l'os, tout ça. Vide de l'intérieur. Le labyrinthe est rempli d'un fluide appelé périlymphe. Si le labyrinthe était parfaitement clos et rigide, le mouvement de l'étrier serait impossible, car la périlymphe est pratiquement incompressible. Mais la fenêtre ronde et la membrane qui la recouvre sont flexibles, ce qui permet le mouvement de l'étrier et l'émission de vibrations dans le labyrinthe. Ça, c'est de l'os et ça, c'est caoutchouté. Le conduit menant de la fenêtre ovale à la fenêtre ronde se trouve dans la partie spirale du labyrinthe osseux, appelée la cochlée. Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire.
La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe sont clairement visibles. Même pas un millimètre. Il s'agit de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Une structure spécialisée appelée organe de Corti est située sur la membrane basilaire. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé, ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Ça, c'est des cellules, microns, là. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane tectoriale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane tectoriale, ce qui déclenche l'émission de neurotransmetteurs. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donnée. Les sons graves font vibrer la membrane basilaire à proximité de l'apex de la cochlée, alors que les sons aigus produisent des vibrations proches de sa base. Cette propriété est appelée tonotopie. Globalement, cette séquence d'événements est responsable de notre perception acoustique du monde qui nous entoure. Qui, jusqu'à maintenant, savait comment l'oreille marchait? Très peu de gens savent. Et vous avez vu, c'est un système absolument incroyable. Regardons ça un petit peu de plus près. Donc vous avez la cochlée, et il y a plein de petits fils, petits fils comme ça, qui s'excitent en fonction de la fréquence. Les hautes fréquences au début, les basses fréquences à l'intérieur, n'est-ce pas? En fait, j'ai vu ça c'est une coupe, et j'ai vu une image de quelqu'un qui faisait du marteau-piqueur. Marteau-piqueur, c'est un son de très haute amplitude, très gênant d'ailleurs, et dans une certaine rangée de fréquences. Et cette personne, elle lui manquait les cils juste ici. Exact. Donc vous pouvez penser aussi par exemple Laurelène ou quelqu'un qui va à la discothèque trop souvent, ou malheureusement un truc qu'il faut, je pense à mon avis, il faut faire quelque chose. Il y a parfois des mariages, ils mettent la sono à fond de la caisse et ça fait des dégâts à la cochlée. Et en fait Laurelène, si quelqu'un a un problème de ça, souvent, parfois c'est une opération pour faire un implant cochléaire. Et là on a des milliers et des milliers de points, et l'implant cochléaire, il n'y en a qu'une dizaine. Et je vais dire une phrase pour les mathématiciens qui sont dans la salle. Je sais qu'il y en a une qui est mathématicienne, les autres je ne sais pas. Non, elle est seule. Ok, qu'est-ce qu'il fait l'oreille? Il prend un signal qui est dans le temps, il décompose en fréquences, et puis le cerveau il reconstitue les fréquences, il reconstitue le signal. Donc c'est ce qu'on appelle une décomposition de Fourier, et puis il fait une recomposition de Fourier, ou transformer de Fourier et la transformer inverse. La transformer de Fourier dans l'oreille, transformer inverse dans le cerveau. Et donc il décompose le signal en fréquence et puis il le reconstitue. C'est toute cette magie qui se passe avec cet organe. Et je veux insister sur le fait que la cochlée, c'est tout un truc osseux. Et il y a la fenêtre ronde qui est un truc flexible. Et il y a un liquide dedans et il ne coule pas. C'est un système étanche qui dure HM 120 ans. N'est-ce pas? C'est absolument. Et c'est un truc tout petit. C'est un truc qui fait même pas un centimètre. Et en plus, il y a une question qu'on doit se poser. Juste derrière, il y a tout ce truc-là dont on n'a pas parlé. À quoi ça sert? On ne sait pas. Mais la Torah, le Lashon HaKodesh, il savait à quoi il servait. Parce que ça, c'est Oznaim, c'est pour écouter. Et Moznaim, c'est l'équilibre, c'est les balances.
Et en fait, c'est un Français qui a découvert en 1824 que cette partie arrière était responsable de l'équilibre. Vous savez que vous êtes sur le point de tomber et tout de suite vous vous redressez comme ça. Ça vient d'où tout ça? Ça vient de cette partie arrière, en arrière de la cochlée. C'est le système, c'est le système de l'équilibre. Ok. Et en fait, on peut creuser encore plus quand on a présenté à Reims et il y avait un étudiant qui est étudiant en ORL, et je lui ai posé la question comment les sons ils sont stockés dans le cerveau. Et il dit c'est hyper compliqué, c'est une neuroanatomie super monstrueuse. Parfois vous entendez une musique et ça vous rappelle quelque chose de votre jeunesse ou des choses comme ça. C'est tout mémorisé là-dedans. Donc on voit tout ça, on a vu l'œuf, on a vu l'oreille, et c'est juste deux petits exemples. On ne peut que dire Maraboum Hashem. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est absolument incroyable. Quand je vous ai dit, et en fait, maintenant je remets cette phrase-là de Rav Sitruk, la nature, c'est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Si je vous avais demandé il y a une petite demi-heure, qu'est-ce que c'est que l'oreille? Vous dites, on entend. L'oreille, c'est l'entend, c'est normal. Mouvement de ménage, c'est normal, on entend. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ah ben non, vous comprenez que l'oreille, c'est un truc miraculeux. Est-ce que vous auriez jamais pensé de dessiner un système, d'inventer un système d'écoute, de signaux sonores, avec un système comme pareil? C'est absolument incroyable, avec la spirale et le liquide dedans, et les organes des cellules et des trucs qui s'excitent. C'est de la folie tout ça. Ok. De là, je pouvais terminer la présentation ici, mais je veux parler d'un deuxième sujet qui m'est très à cœur, parce que j'ai travaillé avec des jeunes qui sont sortis des rêves de la Torah, et à part tous les problèmes émotionnels qu'ils peuvent avoir quand ça se passe des choses comme ça, ils sont encouragés par la presse scientifique populaire qui veut leur dire il y a une évolution, on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout aléatoire, entre toi et le ver, vous avez le même ADN, et donc rien à se mousser, rien de ça. Et donc fais ce que tu veux. Voilà. Et donc malheureusement, ils perdent un peu la boussole avec ça. Et donc ce que je veux faire maintenant, c'est qu'on ait un petit peu les outils pour démystifier qu'est-ce que c'est l'évolution, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est vrai, et il y a beaucoup qui n'est pas vrai. Et on va regarder ça en détail. Mais avant, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique, qui en fait elle est compatible totalement avec la Torah à mon avis, c'est on fait des hypothèses et puis on vérifie si les résultats confirment l'hypothèse. Si les résultats confirment l'hypothèse, c'est une bonne hypothèse, ça peut devenir une théorie. En fait, le professeur Richard Feynman, c'était un physicien de renom qui avait participé pour la bombe atomique, il avait le prix Nobel et tout ça, juif. Il disait qu'il n'y a pas de théories qui sont toujours valables. Il y a juste des théories qui n'ont pas été prouvées non valables. Parce qu'une théorie, elle est valable puisque tu sais que tu la prouves non valable. Par exemple, moi je peux dire que si j'ouvre ma main, ce petit objet va commencer à voler. C'est une belle hypothèse. Seulement qu'à peine j'ouvre la main, il tombe par terre et il se casse. Mon hypothèse, elle finit à la poubelle et ma théorie, c'est plus une théorie. D'accord? Ça, c'est un point très très important. Donc, si la conclusion, les résultats ne confirment pas l'hypothèse, il faut revoir l'hypothèse. Ok? Ça, c'est un point fondamental. Exemple, mécanique newtonienne. La mécanique classique qu'on apprend à l'école, somme des forces égale masse par accélération et des trucs comme ça, somme des forces égale 0 dans le statique. On a utilisé ça pour faire des bâtiments, des voitures, des avions et tous les objets qu'on a. Mais est-ce que ça marche toujours? Et en fait, ça marche seulement si on ne va pas dans le tout petit. Si on va au niveau atomique, ça ne marche plus. Et c'est la mécanique quantique qui est complètement différente, avec des maths incompréhensibles. En fait, elle n'a aucun sens, mais elle marche. Parce qu'on a vu que les résultats expérimentaux confirment la mécanique quantique. Donc, elle est valable, elle est acceptée aujourd'hui. On n'a pas trouvé de contre-exemples, mais la mécanique classique, elle ne marche plus quand vous allez dans le tout petit. Et aussi, la mécanique classique, on sait qu'elle ne marche plus quand vous allez dans le trop rapide. Quand vous allez proche de la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, il faut faire des corrections relativistes, ça ne marche plus. Et si vous allez dans le tout petit, proche de la vitesse de la lumière, c'est encore une autre théorie encore. Et donc on a vu que la mécanique newtonienne ou classique, elle est valable, mais avec certaines conditions. Vous n'allez pas trop vite et vous n'êtes pas trop petit. Ok? Et toutes les hypothèses, il faut les vérifier. Et en fait, une chose aussi qui me tient à cœur, et je sais que ce n'est pas trop populaire, les scientifiques, moi j'ai étudié la science pendant plus que 40 ans. Je suis un scientifique, j'ai un labo, Baruch Hashem, j'ai des étudiants, j'adore la science. J'adore la science. Mais seulement, malheureusement, la science, comme on entend, elle n'est pas toujours vraie. En fait, quand j'ai commencé mon doctorat à l'MIT, un collègue qui finissait le sien, il m'a dit, fais attention, la moitié des papiers, ils disent des bêtises.
fais attention à ce que tu lis. Alors je vais vous montrer des exemples, parce qu'il y a malheureusement cette notion que les gens, ils vénèrent les scientifiques, ils pensent que les scientifiques, ils sont d'un niveau supérieur et qu'ils savent tout. Eh bien, vous allez voir par exemple dans Wikipédia, ça c'est en anglais, la list of scientific misconduct incidents, ça veut dire une liste des gens qu'ils ont chopé, à tricher et à publier des résultats faux, et c'est une liste qui fait plusieurs pages avec des noms et des noms et des noms de ceux qui ont triché. Et ça c'est ceux qu'on a chopés, mais il y en a plein qu'on n'a pas chopés. Et un exemple pour tous, ce gars-là, c'est un Allemand, Jan Hendriksen. Il travaillait au début des années 2000 au laboratoire Bell Labs. C'est le laboratoire où le transistor a été inventé dans les années 50. C'est le laboratoire où ils ont découvert le signal du Big Bang il n'y a pas trop d'années. Donc c'est un labo super prestigieux. Et lui faisait une recherche absolument magnifique sur transistors aux molécules uniques. Un sujet super pointu. Et il faisait ça, il a commencé à publier des papiers. Et les papiers, ils ont été publiés dans les magazines les plus top de la science. C'est, pour ceux qui savent, Science and Nature. Il avait des Science, Nature, Nature Science, Science, Nature Science. C'est le top du top, génie mondial. Quand vous êtes dans un filon de recherche comme ça, il y a d'autres étudiants qui veulent travailler sur ça. Et donc, ils ont commencé à faire leur doctorat sur ce sujet. Et première chose qu'ils devaient faire, c'est répliquer les résultats que ce gars-là avait publiés. Et ils essayent, et ça ne marche pas. Et ils essayent, et ça ne marche pas. Et ils essayent, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y a des étudiants qui ratent leur doctorat parce que ça ne marchait pas. Et il y a des professeurs qui commencent à s'énerver. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe là? Et ils ont commencé à investiguer. Et ils ont investigué, et ils ont remarqué à la fin qu'un papier, disons papier numéro 35, il avait le même niveau de bruit que papier numéro 7. Le bruit, c'est un signal aléatoire qui est impossible de répliquer exactement le même. Et lui, il avait exactement le même. Ce qui indique qu'il avait triché, que les résultats, c'était juste des imprimés. Il avait fabriqué ses graphes. Et en fait, ils l'ont chopé, il y a eu un procès, ils lui ont retiré le doctorat, puis une autre cour suprême lui a redonné le doctorat, puis il y a une autre cour encore plus suprême qui lui a enlevé de nouveau, je ne sais pas exactement son année, mais le point c'est que ce gars-là, c'est un gars super intelligent, truand de première catégorie, et il a causé 28 articles à être rétractés et une dizaine contestables. On parle d'articles dans les top revues de sciences. C'est une boucha, une honte, boucha atsuma, une honte colossale. 28 articles retirés à cause de ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Watson et Crick, c'est les deux qui considèrent les co-découvreurs de l'ADN. Ils ont gagné le prix Nobel. Mais les historiens de la science, ils savent très bien qu'ils avaient utilisé les résultats d'une microscopie d'une femme qui s'appelait Rosalind Franklin. La pauvre, elle n'a eu aucun crédit, elle est morte, et eux, ils se sont moussés avec le prix Nobel. Et ce qui est fabuleux, c'est que je vais vous montrer après ça une phrase de Crick qui commence avec « un homme honnête ». C'est intéressant. Un truand qui dit « un homme honnête ». On va voir ça après. Donc, la science n'est pas toute vraie. C'est vrai que la plupart des scientifiques, c'est des hommes honnêtes qui veulent avancer l'état de la connaissance. Il faut faire attention qu'il y a aussi des enjeux. Et on va voir ça. Et un sujet qui est vraiment très discuté, et justement un sujet super chaud, c'est le sujet de l'évolution, de Darwin. Maintenant, si vous regardez, pour me résumer le Darwin, c'est une image qui est dans Wikipédia, qui montre Darwin, et ce qu'il dit. En fait, on sait la caricature, on dit, qu'est-ce qu'il dit Darwin? Moi, je l'appelle l'hypothèse, pas la théorie, parce que théorie, on a dit, il faut que ce soit confirmé. Et moi, maintenant, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas seulement non confirmées, elles sont contestées par les résultats expérimentaux. Il a formulé ça pour expliquer l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. D'après le darwinisme, les individus les plus aptes survivent au détriment des plus faibles. Vous savez qu'il y a un petit gars avec des moustaches qui a 80 ans, il avait lu ce livre-là et il a fait ce qu'il a fait. Et ça a été une tragédie pour le monde entier. Je parle d'Hitler. Ok, il avait lu le livre et justement, qu'est-ce qu'il disait? La race aryenne. Cette histoire de la race aryenne, d'où ça venait? Ça venait de ça. Parce qu'il voulait que tout le monde soit haut, blond, aux yeux bleus. C'est intéressant. Un petit gars à moustache et cheveux noirs, il voulait que tout le monde soit haut, blond, aux yeux bleus. Et on va en parler un peu plus de ça. Et le problème de ça, c'est que la conséquence, c'est que tout se passe de façon aléatoire, en innombrable nombre d'étapes, au cours de millions d'années, sans besoin d'un créateur. Donc, si on accepte ça, ben on n'a plus besoin du créateur, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire toutes les perversions qu'on veut, on peut satisfaire toutes nos taravotes, parce qu'on n'a pas de compte à rendre à personne. Comme on dit en anglais,
Eat, drink and be merry because tomorrow you will die. Mange, bois et amuse-toi, éclate-toi, parce que de toute façon, demain tu vas mourir, donc éclate-toi maintenant. Voilà, ça c'est la philosophie, malheureusement, que ça implique. Et donc, ce qui est encore plus pernicieux, c'est que l'homme, donc, il est juste qu'un accident, ou mieux, une suite d'innombrables accidents, et donc il n'est pas plus important qu'un ver de terre. Cette phrase, il y a des scientifiques évolutionnistes qui ont dit eux-mêmes, nous, on n'est pas plus important que le ver de terre. On ne peut pas être raciste, parce que de toute façon, on ne vaut rien, comme le ver de terre, il vaut rien, rien ne vaut rien. Voilà. Et en fait, sur ça, juste pour se calmer un petit peu, une petite blague que j'aime beaucoup, c'est le petit Jean-Paul qui va chez papa. Il dit, papa, comment l'homme il est venu sur la scène et tout ça? Il dit, mais Jean-Paul, tout le monde le sait. C'est l'évolution. Il y a eu le singe, nous avons évolué du singe. Ah, ok, merci papa. Il va chez maman. Maman, comment l'homme il est venu sur la scène? Comment ça... Et maman, elle dit, ben, Dieu, il a créé Adam et Ève, et ils ont eu des enfants, et des enfants, et des enfants, et nous sommes là. Il dit, mais maman, mais papa, il m'a dit qu'on a évolué du singe. Et la maman lui répond, mais Jean-Paul, papa, il parlait de sa famille, moi je te parle de la mienne. Alors, voilà, et le problème, c'est que quand on voit ça, toutes les belles choses, la complexité de l'oreille, et l'œuf, et la beauté, la grandiosité, tout ça va à la poubelle. Parce que quand on commence à raisonner comme ça, c'est très dangereux. Et la Torah, le Pirkei Avot, il nous dit Da ma tashiv la apikolos. Il faut savoir répondre aux mécréants. Et en fait, le Alter de Shobot, il dit c'est qui le mécréant, c'est parfois le mécréant, c'est nous. Par exemple, cette année, on a eu une année terrible, on sait très bien ce qui se passe maintenant, en ce moment, et on se dit mais attends, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un Dieu? Le fait, c'est que nous, on n'est pas assez humble de dire oui, il y a un Dieu, il sait ce qu'il fait, mais nous, on ne comprend pas. C'est nous qui ne comprenons pas. C'est pas le problème, c'est lui. Le problème, c'est nous. Lui, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Comme on a dit avant, la fessée qui est sur le petit bébé, sur le bébé qui est à peine né, on ne sait pas pourquoi il le fait, mais il le fait pour une bonne raison. Et ce qui se passe, c'est sûrement pour une bonne raison, mais on doit être assez humble de dire, ben, je ne sais pas la raison. Du moins, moi, je ne sais pas la raison. Peut-être vous. Bon. Et il y a un livre fabuleux d'un Rav qui malheureusement est décédé au Corona, c'est Rav Averick, et il dit deux phrases qui sont absolument fabuleuses, je veux vous lire ça. Il dit que tous sont d'accord sur ces deux points. Premièrement, contrairement à la croyance populaire, personne ne conteste l'existence de niveaux élevés de conception, de complexité fonctionnelle et d'informations spécifiques dans le monde vivant. Donc, aussi le plus athée, il est d'accord que la cochlée, le système auditif que je vais montrer, il est absolument faramineux. Ils ne sont pas en désaccord sur ça. Deuxième, ils disent, contrairement à la croyance populaire, personne n'est en désaccord avec l'argument du dessin intelligent, y compris les athées et les sceptiques du monde. Tous sont d'accord que le costume prouve l'existence d'un tailleur, le poème l'existence d'un poète, et la montre l'existence d'un fabricant de montres. Tous sont d'accord que le costume, le poème et la montre ne se font pas d'eux-mêmes. Ils sont tous d'accord. Et ils sont tous d'accord que les lois fondamentales de la physique et de la mathématique des probabilités sont à la base de ces propos. Ben, ils sont d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi ils ne sont pas d'accord? Quel est le désagrément? Ben, le désagrément, il est là. Il dit pour l'athée, le non-croyant, l'argument du dessin intelligent ne s'applique pas aux organismes vivants, mais un processus naturel, non guidé, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, imite le design et donne l'illusion, une illusion qu'il y a un designer. Donc il y a des changements au pif qui se passent, et quelque chose de fabuleux sort de ces changements au pif, et ça donne l'illusion que ça a été conçu par un designer. C'est ça la thèse. C'est ça leur thèse. Alors essayons de comprendre tout ça. Et en fait, l'évolution, c'est un sujet tellement brûlant qu'il y a eu des triches incroyables. Ça, c'est un livre qui a toute une liste de l'histoire des triches, sur l'évolution. Et je vous en donne trois juste pour partager quelque chose. L'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown, c'est un gars qui est venu, il a trouvé un crâne d'homme avec une mâchoire de singe. Et donc on dit, ça c'est l'espèce intermédiaire entre le singe et l'homme. Et ils ont cru à ça pendant des dizaines d'années. Et après des dizaines d'années, ils ont fait des études plus approfondies avec les rayons X et tout ça. Ils ont vu que c'était un faux. Le gars, il avait pris un crâne d'homme, une mâchoire de singe, il les a mis ensemble, il a fait un peu de processus chimique, il a limé les dents et d'autres choses comme ça, pour que ça semble un vrai. Et puis les scientifiques, ils y ont cru. Voilà. En fait, sur ça, une parenthèse, vous pouvez tricher la datation si vous prenez un objet n'importe où. Vous pouvez acheter un poulet au supermarché.
et vous allez le chauffer dans une atmosphère d'éthylène et des trucs comme ça pour le carboniser, et puis vous l'amenez aux scientifiques, ils font une datation, ils vont dire ah ouais, ça c'est un dodo d'il y a 200 millions d'années. Ok? Et je dis excusez-moi, je l'ai acheté au supermarché il y a 2 semaines. Mais, et ça c'est vrai, c'est des étudiants qui ont fait ça aux scientifiques, pour vous dire comment ça peut marcher. Il y a cette histoire des phalènes de bouleau, c'est des espèces de papillons gris. Vous savez, ces papillons un peu ennuyeux qu'on a parfois à la maison, les gris. Et quand il y avait la révolution industrielle en Angleterre, que tout était noir, ils sont devenus noirs. Et il y a cette fameuse photo où vous avez ces phalènes sur un tronc d'arbre. Il y a un scientifique qui a étudié ces insectes pendant 40 ans. Il dit, j'ai jamais vu une phalène sur un tronc d'arbre. Elles vont toujours sur les branches. Ils ont investigué, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient pris des phalènes mortes, ils les avaient peintes, ils les avaient collées sur le tronc d'arbre, ils ont fait la photo. Et de là, ils ont dit ça. Et ça, c'est encore dans les livres de biologie. Un autre, c'est les fœtus de Haeckel. Haeckel, il avait dessiné des fœtus, et ils avaient dessiné de façon de montrer que on part toujours du même fœtus, et même le fœtus du ver, du singe, de l'animal, du dromadaire ou des choses comme ça, ça revient et ça change. Donc ça montre qu'on part tous du même point, et ça confirme l'évolution. En fait, il avait triché. Avec la microscopie, on a vu que ce qu'il avait fait, c'était des dessins qui étaient complètement faux. Et il a même avoué, c'est un faux, et malheureusement, c'est encore dans le livre de biologie. Et ça, c'est etc., etc. Il y en a plusieurs, vous vous amusez, si vous êtes intéressé, je peux vous donner des livres qui parlent de ça. Et la question, c'est, s'il y a tellement de triche, et si vraiment l'évolution n'est pas vraie, pourquoi les scientifiques ne protestent pas? Mais en fait, il y en a des scientifiques qui protestent, mais c'est une minorité. Pourquoi? Parce que s'ils protestent, ils risquent d'endommager leur carrière. Moi, j'en parle là maintenant, mais je n'en aurais pas parlé il y a 3 mois. J'ai été promu professeur titulaire il y a 3 mois, et donc avant ça, je ne voulais pas faire des vagues, parce que sinon, je risquais de me faire saquer. Alors maintenant, je ne peux pas me faire saquer. Et une chose qui est très bien dans le monde des professeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle professeur titulaire kviut en hébreu, je ne sais pas comment le traduire en français, c'est-à-dire, à moins que tu tuiez quelqu'un, on ne peut pas vous virer. Si un professeur n'a pas de succès et il a une année difficile, il peut pas. Hein? Virus, c'est fixe. Quelqu'un qui est fixe. Qui est fixe. Ok, fixe. Et voilà. Et donc seulement les professeurs titulaires se permettent de ne pas être d'accord. Et il y a des centaines de professeurs qui ne sont pas d'accord et qui ont protesté sur le darwinisme. Un exemple pour tous, pour vous montrer combien pernicieux c'est cette situation. Ce professeur qui s'appelle Michael Behe, c'est un proposant du dessin intelligent. Il a écrit des livres magnifiques sur la complexité irréductible. Et lui, dans une université totalement moyenne, rien de spécial, cette Lehigh University, ce n'est pas une des grandes. Et dans son labo, il doit écrire sur son site, il dit, c'est mon labo, on fait ma recherche qu'on fait, et mon département n'est pas d'accord, et l'université n'est pas d'accord. Mais moi, je fais ça. Il doit mettre un mot pour dire ce que je fais dans mon labo. C'est comme vous dites, je travaille dans un bureau, mon chef, il n'est pas d'accord avec ce que je fais, et même le PDG, il n'est pas d'accord avec ce que je fais. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce qu'il ose faire un certain filon de recherche, ça, c'est pas permis. Mais il le fait parce que... Alors maintenant, une chose qui est... Ça, c'est peut-être le transparent le plus important de tous, c'est les gens, ils disent évolution. Et ils expliquent tout avec évolution. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est évolution, et je pense que la façon de comprendre mieux, c'est celle-là. Il y a 3 sujets différents. Un s'appelle origine de la vie. Origine de la vie, c'est pour ceux qui savent, il y a les expériences de Uri Miller, ils ont pris un mélange de gaz, ils ont fait une explosion, ils ont obtenu plein de trucs dégueux, mais parmi, il y avait un acide aminé. Alors de là, ils ont dit, ah, c'est un composant pour la vie. De là, on peut hypothéser qu'un jour, on va réussir à faire des explosions, qu'il y avait une atmosphère d'un certain type, et puis il y a eu des explosions, et puis ça s'est formé des acides aminés, et puis l'ADN et tout ça. C'est comme dire, je prends un champ, je fais avec de la ferraille, je fais une explosion monstrueuse, et je trouve un clou, et je dis, ah, j'ai un clou, donc tu vois, je peux faire un avion. Ok? C'est exactement la même chose. Parce qu'un acide aminé, c'est un truc tout petit par rapport à un ADN. Ça, c'est l'origine de la vie. Deuxième concept différent, c'est macroévolution. Macroévolution, c'est le fameux, on a un poisson, il a développé des pattes, c'est devenu un lézard, le lézard c'est devenu un chameau, le chameau c'est devenu un âne, qui est devenu un singe, qui est devenu nous. Voilà. Ça, c'est la macroévolution. Et la microévolution, c'est du style, vous prenez un cheval et un âne et vous avez une mule,
ou vous prenez un gros chien, un petit chien, ils ont un petit chien un peu comme ça avec des couleurs bizarres. Mais ça c'est ce qu'on appelle microévolution. Et en fait, microévolution, c'est celle qui est utilisée, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique pour développer des antibiotiques et des choses comme ça. Et le résumé, maintenant on va voir en détail, mais le résumé c'est, ça peut être vrai, ça c'est contredit par plein de preuves contre, donc c'est pas vrai, et ça c'est du pipeau total. Ok, on va voir ça. Exemple, la microévolution, c'est les organismes s'adaptent et peuvent dans une façon limitée évoluer. Et on fait ça dans la recherche en antibiotiques. Je vais vous donner un exemple très parlant pour vous expliquer ce concept. J'ai trouvé sur internet ce gars très sympa, mais il n'a pas l'air d'être très athlétique quand même, hein, et un peu sédentaire. Alors prenons ce gars-là, mettons-le à faire de la muscu pendant 2 ans, 18 heures par jour de muscu, et peut-être qu'il va devenir comme ça. Ok? Donc, est-ce que vous dites qu'il y a eu une évolution de là? Ben oui, c'est de la microévolution. Le gars, il a fait de la muscu, il a microévolué. Par exemple, vous faites du solfège pendant 3 ans et puis vous jouez du piano, c'est de la microévolution. Il n'y a pas croissance d'un nouvel organe, il n'y a pas changement d'espèce, il n'y a pas de choses comme ça. Mais attention aux interprétations possibles. Prenons un exemple, je vais vous expliquer ça, comment parfois il faut faire très attention à comment on interprète les résultats. L'histoire du DDT. Le DDT, c'est un insecticide qui tue les moustiques, qui sont un gros problème dans les champs. Et alors, ils ont passé le DDT, ce gaz DDT, et ça a tué les moustiques. Fantastique. Ah ben après quelques mois, les moustiques sont revenus. Et on a passé le DDT de nouveau, on a vu qu'il était un peu moins efficace. Et puis après, ils sont revenus encore les moustiques, ils ont passé, et maintenant il ne fait plus rien. Alors, comment interpréter tout ça? Maintenant, les moustiques, le DDT, ça ne leur fait plus rien. Il y a plusieurs interprétations, je vous en donne 3. Une, c'est de dire adaptation, mutation génétique. À cause du DDT, elles ont changé leur ADN pour s'adapter maintenant au DDT. Et ça, c'est la version que beaucoup veulent utiliser. Mais par contre, on peut interpréter ça différemment. Une, c'est l'élimination des faibles. Vous savez très bien que toujours tout est distribué sur une gaussienne. Par exemple, il y a des personnes très hautes et des personnes très basses, et il y a une moyenne, n'est-ce pas? Donc, et en fait, revenons à l'exemple du rachat il y a 80 ans, qui voulait que tout le monde soit blond aux yeux bleus et hauts, la race aryenne. Imaginez que vous faites des recherches de fossiles, et avant 1939, vous voyez qu'il y avait des hauts, des bas, des blonds, des bruns, des roux et tout ça. Et puis après, 1945, il n'y a que des hauts, blancs aux yeux bleus, et vous dites, ah, tu vois, c'est l'évolution, ils ont évolué. Non, ils n'ont pas évolué, il a juste tué tous les autres. Okay. Donc le DDT, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être qu'il a juste tué les moustiques faibles, il n'y a que les balaises qui sont restés, les balaises, ils ont fait des enfants qui sont forts aussi, et donc maintenant le DDT il est moins fort. Et au fur et à mesure, vous avez une population qui bouge du centre de la gaussienne vers l'extrême de la gaussienne. Et une troisième interprétation qui est très intéressante, ça c'est une science nouvelle qui s'appelle épigénétique. C'est la science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, et l'environnement peut causer l'activation de gènes qui peuvent même être transmis lors de la reproduction. Ça veut dire que l'ADN lui-même, il a cette résistance. Par exemple, on est dans une place où il y a beaucoup de soleil, notre peau, elle va devenir marron, n'est-ce pas? Et puis après, on aura des enfants bronzés aussi, après, si on continue à vivre dans cette place-là. C'est pourquoi? Parce que ça a activé quelque chose qui était déjà en nous, mais qui n'était pas activé. Et donc, l'environnement, il active des parties de l'ADN qui sont juste en train de dormantes, disons, et de là, ça active. Donc peut-être les moustiques, ils avaient des parties de leur ADN qui pouvaient résister au DDT, qui n'étaient pas activées parce qu'il n'y avait pas besoin, mais quand ils ont fait le DDT, ça les a activés, et ça, c'est l'épigénétique. Et vous voyez déjà que les interprétations scientifiques, c'est pas facile. Parfois, on peut se faire duper en pensant qu'il y en a une seule. Et on a peut-être même plusieurs autres que je ne connais pas. Et en fait, la microévolution, on peut dire que même la Guémara, elle est d'accord avec ça. Ça, j'ai vu ça de la Crime Press du Bell Labs qui parlait de ça. Et il disait, vous vous rappelez l'histoire du gars qui a fait un pari qui allait fâcher Hillel. Il vient à la veille de Shabbat, juste avant le Shabbat. Hillel, où est-ce qu'il est Hillel? J'ai des questions importantes. Où est-ce qu'il est Hillel? Où est-ce qu'il est Hillel? Et Hillel dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? J'ai une question très importante. Vas-y, mon fils, quelle est ta question? Nous regardions la dernière question qu'il avait posée. Il dit, pourquoi les yeux des Talmudim sont-ils étirés? Et Hillel lui répond, parce qu'ils vivent parmi les sables. Donc tu vis parmi les sables, tu ne veux pas avoir un grand œil là et le sable rentre dedans, ça fait du mal. Donc tu es toujours avec les yeux comme ça. Et donc à la fin, tes yeux sont étirés, tu as des enfants étirés, type chinois, et c'est comme ça. Et donc c'est une microévolution.
Un autre exemple, pourquoi les pieds des Africains sont-ils larges? Il dit parce qu'ils habitent au milieu des marais. Quand on dit au milieu des marais, il faut nager et c'est bien d'avoir des pieds un peu larges parce que ça fait un peu aller un peu plus vite. Et donc les enfants, ils ont les pieds larges aussi et donc les Africains, ils ont les pieds larges. Voilà. Donc c'est pas une grosse contradiction. Donc la microévolution, pas trop de problème. Maintenant, on va sur les sujets qui sont totalement faux et on va regarder. Macroévolution, il y a trop de preuves contre pour que ce soit vrai. Ok, on a dit qu'une hypothèse, elle est valable seulement s'il n'y a pas des preuves contre. Alors là, maintenant, la liste, elle est longue. Commençons. Premièrement, chez nos manquants, on n'a jamais vu, on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant, après 150 ans et des millions et des millions et des millions de fossiles qui ont été trouvés, on n'a pas trouvé une seule série qui a un sens. Toutes les séries qu'on a trouvées, c'était soit des fraudes, soit elles ne marchent pas. Et en fait, on n'a pas trouvé les chaînons manquants. Tout ça, c'est un truc que Darwin lui-même, il était honnête, au moins un petit peu honnête, il a dit, si on ne trouve pas les fossiles qui confirment ce que je dis, ben, mon hypothèse n'est pas vraie. Lui, il était honnête, mais les hommes qui ont suivi, ils ne sont pas toujours très honnêtes. Complexité irréductible, ça c'est le professeur que je vous montrais avant, Michael Behe, il dit ça. Il y a par exemple des objets comme aux États-Unis, ils ont cette chose pour capturer les souris. Vous avez ce bout de bois avec le ressort, vous mettez le fromage et puis whack, il y a le truc qui se ferme dessus. Il dit que c'est composé de 5-6 pièces et chaque pièce est fondamentale. Si vous enlevez une pièce, elle ne marche pas et chacune des pièces, ça ne sert à rien toute seule. Ça, c'est ce qu'on appelle complexité irréductible. Ça veut dire qu'il fallait la créer tout ensemble depuis le début. Un exemple, par exemple. Dans notre corps humain, on a un système cardiovasculaire et un système respiratoire, n'est-ce pas? Et il faut tous les deux pour qu'on soit vivant. Parce que si on savait qu'un système cardiovasculaire, mais il n'y avait pas de respiration, on ne peut pas oxygéner le sang, il n'y a pas d'être vivant. S'il y avait même les deux systèmes, mais il n'y a pas d'hémoglobine dans le sang, on ne serait pas là, parce que l'oxygène, il ne peut pas se dissoudre dans le sang. Ou bien, par exemple, le phénomène de coagulation du sang. C'est une cascade de 12 processus enzymatiques l'un après l'autre. S'il en manquait un, à la première blessure, on ne serait pas là. En fait, de là, vous voyez, en démarrant, on dit stira mine ou b, une contradiction à l'intérieur de la théorie elle-même. La théorie elle-même, elle dit que le plus fort y survive, mais qu'il y a eu beaucoup de changements au cours de centaines de milliers d'années, de millions d'années. Et c'est une contradiction inhérente dans le processus lui-même. Par exemple, vous avez un poisson et il pousse une patte de lézard, et après 100 millions d'années, il pousse une autre patte, et après 100 millions d'années, encore une autre patte. Mais attendez, un poisson avec une patte de lézard, c'est pas le plus fort, c'est vraiment un misérable. C'est pas un poisson, c'est pas un lézard, c'est rien du tout. Comment il fait à survivre? Ravi Goldman lui dit, par exemple, vous avez des chatons qui veulent boire du lait de la chatte, et ils commencent à sucer, il n'y a que du sang et du pus qui sort pendant des centaines de milliers d'années, et éventuellement ça va sortir du lait. Mais attends, mais s'ils sont morts avant, comment ça peut marcher tout ça? Donc il y a une contradiction inhérente dans ça. Voilà. Troisième, inversion des couches géologiques. La théorie dit que quand on regarde les couches géologiques, il faut que les formes simples de vie soient en bas et les formes compliquées en haut. Parce qu'avant c'était simple et ça a évolué en compliqué. Et en fait, parfois on trouve exactement le contraire. Et en fait, dans ce genre de truc, il y a ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Des scientifiques avaient trouvé une zone qui était relativement courte au niveau temps, où il y avait, ils ont ramassé 65 000 fossiles, et ils ont découvert type 170 espèces à peu près, qui comprenaient des espèces simples et des espèces compliquées en même temps. Et ça, c'est contre la théorie de l'évolution. Si tout a été créé en même temps, c'est contre l'évolution. Et là, ça les a tellement gênés qu'ils ont caché les échantillons, qui après, ils ont été découverts après 40 ans par le Smithsonian, et maintenant, ils sont disponibles, et les gens, ils savent que ça, c'est un gros problème pour les évolutionnistes, parce que l'explosion cambrienne, c'est un gros problème. Maintenant, comment tu peux avoir toutes les formes de vie en même temps? Une autre, la complexité de l'ADN. Quand Darwin a écrit son livre, il n'avait pas la microscopie qu'on a aujourd'hui. Il pensait que la cellule, c'était un protoplasme, un truc tout simple. Mais en fait, l'ADN, c'est comme un programme informatique, 10 puissance 12 bits, 100 millions de pages de l'encyclopédie britannique, c'est quelque chose d'incroyable. Et il faut appliquer les lois de l'informatique d'un programme sur ça, qui disent que si tu changes au pif une ligne de programme, tu n'as aucune chance d'améliorer le programme, tu vas juste l'empirer. Donc ça va contre l'évolution. Et ce qui fait, à cause de ça, que les probabilités dans l'évolution, même de croître un seul nouvel organe, est pratiquement nulle. C'est des 10 puissance moins
un nombre énorme, on va voir un exemple après. Et tous ces problèmes ont entraîné que plusieurs modifications de l'hypothèse initiale. Parce que ce qu'on appelle néo-darwinisme aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec le livre de Darwin. Parce que ça a changé, et puis il y a eu Stephen Jay Gould, il a dit l'évolution ponctuelle, il a remarqué que ça ne marchait pas vraiment non plus, etc., etc. Il y a eu plein de variantes de la théorie, et aucune n'est satisfaisante. Les histoires des organes vestigiaux. Il y a des organes qui disent, oh tu vois, c'était des organes qui servaient dans le singe, ils ne servent pas pour nous. Et c'est pour ça, par exemple, quand j'étais petit, j'avais un peu mal à la gorge, je me suis retrouvé à l'hôpital avec une opération des amygdales pour les enlever. Après, on m'a donné de la glace pour me calmer et quelques petits cadeaux. Mais ça, on ne le fait plus aujourd'hui. On a fait ça par millions. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils disaient les amygdales, c'est un organe vestigial, ça servait au sein, ça ne sert pas à nous, ils l'enlevaient. Aujourd'hui, ils ont découvert que ça a des propriétés, des propriétés du système immunitaire, elles sont très importantes. On ne fait plus ça aujourd'hui. Il y a des parties de l'ADN que les scientifiques ils ne savent pas à quoi ils servent, donc ils disent ça ne sert à rien. Et ça, c'est totalement malhonnête, à mon avis. Il faut être honnête de dire quand on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je me rappelle l'année dernière, j'étais venu, j'avais fait ma tournée Torah Box l'année dernière, et la première présentation que j'avais faite, à la fin, il y a une dame qui voulait me poser une question, une colle un peu comme ça, et elle me pose une question très sophistiquée sur l'ARN, messager ou je ne sais pas quoi, et je ne savais pas la réponse. Je dis, madame, désolé, je ne sais pas la réponse. Elle me regarde, me fait, mais vous êtes un scientifique quand même. Alors je la regarde, je dis, madame, vous savez, si je voulais, j'aurais pu vous baratiner des bêtises, je suis très bon à faire ça, je connais tous les termes scientifiques, je peux vous en mettre plein la gueule, vous ne comprenez rien, vous pensez que je suis un génie, mais je pensais que c'était plus honnête de vous dire que je ne savais pas. Ok, malheureusement, les scientifiques ne sont pas toujours assez honnêtes pour dire je ne sais pas. Quand ils ne savent pas, ils disent c'est pas comme ça. Et ça, c'est pas juste. Ça, c'est un exemple. Junk DNA, c'est un exemple. Et encore, ça c'est juste une petite page comme ça, mais on peut probablement écrire des romans de trucs qui vont contre. On dit, c'est des accidents, par exemple, un accident peut se passer dans la théorie de l'évolution, mais pas plusieurs fois le même accident. Par exemple, les oiseaux, ils ont eu un accident, ils ont formé des ailes. Mais la formation des ailes, c'est un accident qui s'est passé sur les insectes et sur les mammifères aussi, parce que la chauve-souris, c'est un mammifère. Alors comment ça se fait que cet accident s'est passé à travers 3 de ces filières? Donc, macroévolution, il y a tellement de preuves contre qu'on ne peut pas dire honnêtement que c'est une théorie. C'est absolument pas une théorie, c'est absolument pas prouvé, c'est en plus très disprouvé. C'est prouvé faux. Et toute l'évidence est contre ceci. Encore pire, c'est l'étude de l'origine de la vie. Comment la vie a originé. Et en fait, je vais vous dire des citations d'évolutionnistes. Ça, c'est un grand scientifique évolutionniste. Il dit la vie a dû précéder l'évolution. On en sait beaucoup plus sur l'évolution que sur l'origine de la vie. En fait, on ne sait pas grand-chose sur l'évolution. Il sait très bien que c'est ce que c'est, comme on a dit avant. Mais donc, ça veut dire que l'évolution ne peut passer qu'après le début de la vie. Ça veut dire que l'évolution ne peut pas expliquer l'origine de la vie. C'est un point fondamental. Il y a des gens, vous leur dites comment la vie est originée, et elles vous disent ah, mais c'est l'évolution. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Parce que l'évolution, elle commence après que la vie a commencé. Donc l'évolution, elle ne peut pas expliquer l'origine de la vie. Il ne faut pas se faire duper. Il ne faut pas se faire duper. Ça, c'est un point fondamental. Donc l'évolution, rien à voir avec l'origine de la vie. Et en fait, là maintenant, je vais vous montrer deux phrases qui sont un peu semblables pour vous montrer l'attitude que ces scientifiques ils ont. Ça, c'est aussi un scientifique de renommée. Il dit une succession de passages extrêmement improbables est essentielle pour l'origine de la vie. Ceci rend le résultat final presque comme un miracle. Remarquez le presque. Et ce n'est pas le seul, parce que Francis Crick, le co-découvreur de l'ADN, celui qui avait volé la microscopie à Rosalind Franklin que je vous ai dit avant, il commence sa phrase comme ça. Un homme honnête. Un homme honnête. C'est comme si vous avez Al Capone, il dit un homme honnête, il commence sa phrase un homme honnête. Okay. Un homme honnête, armé de la connaissance qui nous est disponible, peut seulement dire que dans un certain sens, l'origine de la vie apparaît en ce moment être presque un miracle. Vous regardez comment la phrase elle est toute tordue, parce qu'il ne peut pas dire c'est un miracle. Il doit tourner autour du pot et dire ah, ok, non, c'est pas assez, ça ressemble à un miracle, mais sûrement ce ne l'est pas. Sûrement ce n'est pas, ne pense pas que c'en est un. Et il y a des professeurs qui protestent. Un d'eux, c'est James Tour de Rice University, c'est un chimiste de renommée que je connais personnellement. Et il est vraiment un gadol de la chimie synthétique. Et en fait,
ce qu'il a fait et les connaissances qu'il a, ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces jours il ait le prix Nobel. Et lui, il dit que ces scientifiques, il est clair, chimistes et biologistes sont ignorants. Et il leur a même lancé un défi sur Internet qu'ils ne peuvent pas répondre au défi. Mais c'est très technique. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner les indications sur comment voir ça, mais c'est hyper technique chimie. Mamache poussé à fond. Quand on parle, et juste pour clôturer cette histoire-là, il y a un professeur de Yale qui a calculé les probabilités qu'une bactérie, le plus simple organisme vivant, puisse s'assembler d'elle-même. Une chance sur 10 à la puissance 100 milliards. Juste pour vous faire savoir, dans l'univers, on estime qu'il y a 10 à la puissance 82 atomes. Ok? Juste pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 10 à la puissance 100 milliards? C'est un 0 suivi par 100 milliards de zéros. Alors on va le faire maintenant pour que vous voyez, vous ayez un peu une idée de qu'est-ce que c'est. Je vais passer 100 zéros par seconde. Êtes-vous prêts? Allez, hop, on y va. 100 zéros par seconde. Et je me suis arrêté là. Mais je ne peux pas les écrire tous, j'en ai écrit que 600. J'ai écrit seulement 600 zéros. Pourquoi je ne vous ai pas écrit tous les 100 milliards de zéros? Parce que ça prendrait à peu près 32 ans pour faire ça. Si j'écrivais comme ça 100 zéros par seconde, ça prend 32 ans pour vous écrire le vrai chiffre comme ça. Okay? Ça vous montre que c'est du ridicule. C'est du ridicule. Donc, résumé, origine de la vie, du ridicule total. Macroévolution, il y a plein de preuves contre, donc elle ne peut pas être une théorie. Microévolution, so far so good. On est bon. Voilà. Et donc ma mission, c'est justement qu'on puisse voir le Créateur dans la science et dans la nature, renforcer notre émouna. J'espère que cette présentation nous a donné un peu de kelim pour renforcer notre émouna. Et puis si vous regardez sur Torah Box, sous mon nom, il y a plus de 40 vidéos sur plusieurs sujets, très sympas. Et ces vidéos, elles durent de 5 à 8 minutes. Le dernier, c'est sur la résurrection et l'hypnose. C'est assez intéressant. Et en fait, il y a des gens très importants qui regardent les vidéos. Par exemple, ici, je ne veux pas faire de publicité, mais il y a des gens importants qui regardent mes vidéos. C'est la seule chose que j'ai truquée aujourd'hui. Tout le reste était vraiment ça. Et alors, juste pour conclure, quand on voit, qu'est-ce qu'on doit apprendre quand on voit de tous les niveaux de la nature, on voit planification, complexité structurée, perfection fonctionnalité, synchronie entre systèmes complexes, beauté dans tous les aspects de la création. On peut juste dire merci Hachem pour ce monde merveilleux. Voilà. Et je vais vous passer, ça c'est mon email, 613miracle@gmail.com, au cas où vous voulez m'envoyer des messages et on...